Moi, en vrai, je commence à préférer le 20h. Là, ça fait 2 fois de suite qu'on fait 20h. Mhm. Euh, euh, bon, déjà, la majorité d'entre vous nous regardent en différé sur YouTube, donc en vrai, l'heure, on s'en fout, puisque eux, ils nous écoutent à l'heure qui leur convient. D'ailleurs, vous êtes les plus nombreux et on vous salue et on lit les commentaires et vous êtes bonne vibe en ce moment sur YouTube. Donc, c'est assez cool de vous le dire. Ils t'adorent, Manu, hein. Toi et ton micro sur YouTube, Mais, t'es le roi. T'es le roi ouais, de mais je YouTube, comprends, hein. je comprends. Ils ont attendu longtemps et l'orgasme est prolongé. Je Ah ouais, là, c'est partageais, un mais plaisir. partagez. Par contre, Twitch, vous avez la parole. Là, c'est maintenant, nous sommes en direct. Allez-y. Il y a beaucoup de gens qui disent 20h, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas biaisé vu qu'on est à 20h et que les gens qui préfèrent 21h et qui ne peuvent pas 20h ne peuvent pas exprimer leur opinion? On peut mettre un petit, allez, on mettra un petit sondage quand il y aura un petit peu plus de monde. Après, moi, j'avoue que des fois, ça me permettait un peu de gérer la famille plus facilement, tu vois, parce que Ouais, des c'est fois, ça. c'est un peu En tôt. Mais bon, général, les gens qui ont une famille, ils préfèrent 21h parce que tu as déjà tout le gros des gosses et tout ça qui est passé, tu vois. Donc, eh ouais. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et Ah, puis tu vois, même, voilà, on a Beno, il est dans le même état d'esprit que moi, tu vois. À 21h, tu as couché les gosses, ils ont mangé, douché, hop, au lit. Et à 20h, c'est un peu compliqué. Faut tracer, quoi, après la sortie des clés. c'est le live de Daron ici. Ouais, Non, exactement. Bah, en vrai, vu l'âge moyen de la chaîne, je sais pas comment on placerait l'âge moyen, mais je pense qu'on est bien, on n'est pas dans la vingtaine, hein, la plupart d'entre vous, hein, les Non, amis, YouTube, ça nous donne un bon 35, je pense, en Ouais, moyenne, en un bonne moyenne, quoi. 35-45, c'est bien l'audience de la chaîne, hein. Après, si vous êtes plus Ouais. jeune, il n'y a aucun souci. Si vous êtes plus âgé, il n'y a aucun souci aussi. Mais je pense que le gros du panier, c'est ceux qu'on rencontre en conférence, de toute façon, hein. On a souvent le plaisir de vous rencontrer lors des événements. Et c'est vrai que la moyenne d'âge, on est plus aux alentours des 35 ans. Et on vous voit dans le chat, là. Ah, il y a Musang Gario qui dit qu'il a 19 ans, donc allez. t'es probablement l'un des plus jeunes. Ah, il y en a un qui a Primitive 12 Astronaute ans. 12 ans, va faire tes devoirs. Parce que demain il y a collège, mon copain, t'es un petit peu jeune pour venir ici. Mais il n'y a pas d'âge pour se cultiver. Remarque, Mais enfin, un jeune qui serait au collège aujourd'hui et qui s'intéresse aux cryptos, franchement, respect, hein, parce qu'à cet âge-là, je sais pas quelles étaient nos préoccupations, nous, mais à mon C'est avis, ça, on n'en pendant était pas encore là, tu vois. à l'âge où nous on jouait avec notre caca, lui il sera déjà sur la lune, donc tant mieux, hein. Il faut y aller. Alors, on a du 40, 40, 37, 44, 50, 60, 60, 62. ouais. Bon, voilà, ça fait une moyenne entre 25 et 60, on va dire, allez. Ouais, mais je Il Donc, y en pense a on que qui si retombe disent on... dans trois ces fameux fois. 35, je pense. Ouais, 35-45, ça me semble très bien. Et c'est cool. Nous sommes dans la force de l'âge, comme on dit. Ouais, 35-45, c'est la je bonne pense... décennie. C'est genre, on a fait les erreurs de jeunesse. On commence à développer un petit patrimoine. On n'est pas au tout début de la carrière, mais on a encore beaucoup de choses à prouver. Non, on est bien, hein. Franchement, 35-45, c'est pas mal, hein. Ouais, C'est ouais. clair. Mais on peut rajeunir un peu l'audience si on rajoute des termes genre banger, masterclass, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que ça peut fonctionner aussi. Il On faudra va faire tester. les boomers, tu vois. Les boomers qui essayent de parler comme les jeunes. Là, là. Bon, on va attaquer comme d'hab avec le petit chart et voir un peu où ça nous mène. Et puis on parlera de DeFi, et on parlera de un peu tous les sujets du moment, bien que d'une semaine sur l'autre, là, parfois ça n'évolue pas non plus du tout au tout, hein, bien entendu. Mais il y a toujours des petits trucs qui se passent, donc c'est intéressant d'en discuter. Alors, par exemple, justement, dans ceux qui ne bougent pas, depuis 2 mois, le Bitcoin, hein, on est plus ou moins autour des 43 000 dollars à plus ou moins quoi, 5 000, puisqu'en positif, on était autour de 49 et en négatif, on est venu à 38,5. Et donc, pour l'instant, on n'arrive pas à décider, suite à l'approbation des ETF, vers quelle direction nous allons aller à seulement désormais 3 mois du halving, un peu moins même, peut-être 2 Un mois peu et moins, demi. ouais. Donc, le temps va vite passer sur ce printemps. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question de est-ce que ça va continuer de spéculer à la hausse avant le halving, avec peut-être une correction après le halving, une petite capitulation des mineurs et tout ça, pourquoi pas. Et ou à contrario, peut-être une correction imminente qui nous conduirait autour de 35 000 dollars
une correction additionnelle. Et bien que quand on regarde un peu ce qui est en train de se passer, malgré tout, avec les analyses on-chain, notamment de Prof-chain de Cryptost, on voit que les whales sont plutôt sur un comportement de réaccumulation à nouveau au niveau du BTC. Donc, ce qui laisse quand même plutôt, on va dire, positif pour la continuité de cette année 2024 et quant au devenir d'un potentiel cycle haussier qui pourrait s'enclencher entre 2024 et 2025. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme je le disais dans l'émission de ce matin, on a le sentiment actuellement que peu importe le chemin que nous allons emprunter à court terme, tous les chemins mènent au bull run sur une année roulante à peu près. Moi, je trouve qu'on est en train de vivre une tragédie silencieuse, puisque en fait, les bitcoins sont en train de changer de main, mais de manière très très silencieuse, donc ça se voit pas sur le chart. Et j'ai l'impression vraiment que par ces ETF, ces institutions, maintenant elles sont là. Hein. Ça fait des années, il y a 3 ans quand on a lancé la chaîne, les institutions allaient venir, etc. Bon, là elles sont là, elles sont 100% là. Les ETF sont ici. Il y a toutes les banques. Quand je fais une réunion de la DAN, toutes les banques sont autour de la table. Elles sont là. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement de démographie dans les cryptos, où il y a des vieux de la vieille qu'on make it et qui passent à autre chose. Il y a des gens qui ont mal enclenché leur premier cycle et qui sont un petit peu dépités et un peu dans la frustration et qui sont en train de vendre leur bitcoin précieusement accumulé et malheureusement parfois à perte. Et il y a d'autres acteurs qui arrivent et qui font l'aspirateur, quoi, et qui viennent récupérer tous les coins qui traînent. Donc, chaque vente est absorbée par un achat. Et un prix stable, c'est ça. Au final, un prix stable, qu'est-ce que c'est? C'est que quand les demandes d'achat rencontrent quasiment parfaitement les demandes de vente et qui s'équilibrent sur un prix qui se stabilise au fil du temps. Donc, faites votre DCA, les amis. Hein. Essayez d'avoir un petit peu plus de crypto qu'hier et encore un peu plus qu'avant-hier, parce que j'ai l'impression que les cryptos sont en train de changer de main et c'est pas forcément les mains les plus, c'est plus les petits quoi qui arrivent et qui accumulent le plus. Hein. Non, mais ça c'est bien possible effectivement. Tu le dis hein, quand ça stagne comme ça, effectivement, c'est pas qu'il n'y a pas de mouvement. On a bien vu qu'avec les ETF, il y avait eu déjà Grayscale qui avait beaucoup déchargé pour pouvoir feed un peu tous les ETF qui étaient arrivés, etc. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu de choc de liquidité encore pré-halving, mais ça ne saurait tarder. Et comme tu l'as dit, je pense aujourd'hui, pour la première fois, je pense qu'on peut le dire, mais je suis plus certain qu'on puisse dire qu'on est vraiment early, quoi. C'est-à-dire que ceux qui arrivent maintenant, ils sont au début de la phase où on n'est plus early, quoi. Et on le sera de moins en moins les mois, les années passant, parce qu'effectivement, il y a des nouveaux acteurs et donc en termes de courbe d'adoption, je crois que early, c'est genre 13%, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises, pour être vraiment... on en est, hein. C'est là où on est. Hein. Et c'est là où on est, et quand on dépasse les 13%, donc quand je dis 13%, c'est sur une courbe de Gauss, pour vous donner une idée, justement, on arrive dans la partie de la courbe où il y a plus de monde, plus de dilution, etc. Et quand on sera qu'on aura rajouté 50% à cette progression de la courbe, vous aurez des produits bancaires qui vous rémunéreront votre épargne sur de la DeFi, sur du Bitcoin, etc. Et on sera passé à quelque chose qui sera mainstream, j'ai envie de dire, commun. Est-ce qu'on va vers un super cycle, à votre avis, les amis? Est-ce que le fameux super cycle est là ou pas? Ouais, moi, par rapport à la capitalisation, hein, c'était le thème de ce matin. Là, je me suis appuyé sur des données qui avaient été partagées au sujet d'une IA. Et le but, c'était pas de mettre en avant un prix ou quoi que ce soit, mais de faire l'exercice mental. C'est très intéressant des capitalisations plutôt que d'un prix. Et c'est vrai que si on a un Bitcoin autour de 100 000 $, ça fait autour de 2000 milliards de capitalisation. Et si on a un Ether à 8-10 000 $, ce qui ferait un x2 de son ex-ATH, ça fait 1000 milliards. Donc à eux deux, il ferait 2000 plus 1000 et on aurait les fameux 3000 de l'ex-ATH sur lequel on viendrait greffer, bien entendu, 1000, 2000, 3000 milliards supplémentaires pour le reste, l'entièreté du marché crypto. Aujourd'hui, on prend en considération, bien entendu, même les stablecoins et tout ça. Donc, on ne peut pas juste s'arrêter aux principaux actifs et dire, bon, tout le reste n'existe pas.
Je sais que potentiellement, dans un monde de maximalistes, ça serait un peu le discours, mais bon, nous, on s'intéresse à absolument tout ce qui se passe autour. Donc, c'est vrai que à ce jour, se projeter comme ça en termes de capitalisation plus qu'en termes de prix, ça me paraît intéressant. Et sur cet état de fait, est-ce qu'on verrait un marché crypto, si on rentrait, comme tu dis, dans un super cycle, atteindre par exemple les 8 à 10 000 milliards que constitue le market cap du gold aujourd'hui? Ça me paraît un peu ambitieux. Et pour autant, il faudrait, tu vois, avoir un Bitcoin, du coup, probablement à 150, 200 000 dollars et plus pour arriver dans un premier temps à lui seul à avoir 4 000 milliards, avoir un Ether qui viendrait chercher du 20 000, 25 000 pour avoir 2 000, 2 500 milliards. On rentre de suite dans des chiffres qui, vus d'ici, nous paraissent complètement aberrants. Tu vois ce que je veux dire en termes de prix par rapport à la capitalisation. Donc, je préfère me dire que même peut-être Bitcoin n'arrivera pas à toucher les 100 000, peut-être qu'on ira à 80, 90 000, quitte à me laisser surprendre positivement, à jouer petit, entre guillemets, pour le coup, à jouer un peu sur la réserve et être surpris positivement. Mais voilà, les narratifs comme ça de super cycle, il n'y aura plus jamais de grands retracements sur le marché crypto, etc. On se l'est tellement fait vendre, entre guillemets, au cycle précédent, que là, plus que ça, ce que je vise de mon côté, c'est le cycle à la fois de la sagesse, le cycle de l'institutionnalisation qui est en cours, on le voit, hein, face à ce roulement de BTC qui est en train de changer de main, mais surtout, plus qu'un cycle, un super cycle, ça sera un cycle de plateau. Puisque si un jour on arrive à 8-10 000 milliards, le market cap du gold, ça ne fait pas que le Bitcoin il ne va plus bouger de moins 80% et ni de plus 80% à la C'est ce que je sous-entendais. Hein. C'était l'idée. C'était en fait, quand je parle de super cycle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de drawdown. Ça voulait dire une volatilité au niveau du prix qui est un peu diminuée, c'est-à-dire en termes de. Donc, ça veut dire grosso modo un bull run maintenant avec une expansion de prix qui est toujours importante, mais à la fin de ce bull run, un drawdown, une baisse qui serait pas de 80%, tu vois, ou de 75% comme on a connu, mais qui serait plus modérée sur des 40%, 50%, voilà. Enfin, je dis des chiffres un peu au hasard, mais qui serait aussi en corrélation avec la taille du marché. Tu vois, c'était facile de perdre 80-90% dans un marché qui est tout petit, avec peu d'acteurs. Mais c'est beaucoup plus compliqué à faire bouger quand il y a beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'acteurs, tu vois. Donc c'était en ça que je trollais un petit peu et que je parlais de super cycle pour ceux qui étaient là au cycle d'avant, justement, ils savent de quoi on parle, avec les fameux Suzu de Triaro Capital et compagnie qui vendaient effectivement ce terme. Après, le super cycle, ça peut être aussi le dernier cycle. C'est-à-dire qu'on serait dans notre dernier bull run. Oui. Et ça, c'est le revers de la médaille de ce que vous êtes en train de dire. C'est si on arrive sur moins de volatilité, si plus de maturité du marché, c'est vrai que le bon père de famille, entre guillemets, ça aussi c'est une mauvaise expression, mais quelqu'un qui va mettre dans son patrimoine pour la retraite en achetant des ETF dans ce qu'on appelle son Roth IRA, comment on dit, IRA, ouais, bref, IRA, les plans de retraite américains, il va pas faire du trading toute la journée avec. Il va foutre 200 balles par mois ou 300 balles par mois là-dedans, en mode DCA, et il reviendra voir ce que ça vaut dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quand il prendra sa retraite et qu'il aura la défiscalisation de dumper tout ça pour se payer une maison en Floride et faire le vieux américain stéréotype. Donc, on n'est pas dans des trucs où il va y avoir une ultra spéculation, une ultra volatilité. Alors, une spéculation toujours, c'est sûr, mais on est sur les marchés financiers, mais la volatilité, elle sera plus là. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se préparer à vivre notre dernier grand événement de volatilité ? Après, il y aura toujours de la volatilité. Hein. Il y aura toujours des journées à moins 5, des journées à moins 10, des journées à plus 10, où les gens vont sauter en l'air. Mais ce qu'on a vécu, nous, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, où Bitcoin perd ou gagne 20% dans la journée, voire 30%, c'est fini en fait. Et ça fait combien de temps que Bitcoin n'a pas bougé de 30% dans la journée ? Ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années ? Ouais, ça fait longtemps. Même alors, j'ai pas regardé combien on avait pris. Alors, je sais qu'FTX, c'était pas si énervé que ça. Je crois que le pire, c'était Terra Luna
et Triaro Capital, ce qui avait vraiment marqué la fin du bull run et on avait vraiment une grosse baisse. Mais effectivement, la dernière grosse baisse, si on prend la dernière qu'on a pris, on a pris, je crois, un 7-8% de bougie en bougie et au final, ou 10%, et ça stabilise à 6, 7, 8, tu vois. Donc effectivement, les moins 30, moins 40%, enfin, pour ceux qui étaient là avant, c'était marrant, mais vous aviez sur Twitter, ça sortait la Chine banne les cryptos, et on prenait moins 40 dans la minute. Ouais, moi, j'ai quasiment tout perdu sur un move comme ça en 2016, où genre j'avais un levier, mais pas énorme, tu vois, mais sur un moins 40 dans la journée, parce que la Chine bat les cryptos, bah, tu te fais liquider, laminer, et c'est ciao, quoi. T'as pas besoin d'être en x20 enfin sur un x40, t'as pas besoin d'un gros levier pour te faire liquider direct, quoi. Et ça arrivait régulièrement, quoi. Ça arrivait très très souvent. Après, il y a l'architecte qui dit il existera toujours des shitcoins degen, mais ça c'est aussi le cas dans la finance traditionnelle. Les penny stocks, ça existe, hein, et il y a des actifs degen dans la finance traditionnelle, mais c'est pas la même chose. C'est pas des volumes qui sont comparables, c'est pas des audiences qui sont pas comparables, et surtout c'est pas les mêmes audiences d'investisseurs. C'est-à-dire que le mec qui va jouer au casino au final, hein, qui va jouer au casino en achetant un même coin, ou qui va au casino de devine pour mettre 5000 balles sur le rouge, bah voilà, on peut pas parler d'investisseurs qui essayent de développer leur patrimoine. Enfin, peut-être qu'ils vont gagner de l'argent, tant mieux pour eux si c'est le cas, mais c'est pas vraiment ce qu'on met en avant sur cette chaîne, quoi. Tu nous as trouvé des petits drawdowns là, CM? Ouais, bah, le pire, c'était 19 mai 2021, on avait pris 30% sur la mèche, mais après, comme tu le disais, on a pris entre du moins 20 à moins 16 maximum, et c'est vrai que c'est des drawdowns à l'époque et des pumps qui étaient beaucoup plus importants, puisque je m'étais fait un peu la même réflexion l'autre fois, que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu effectivement un plus 30, plus 40 en journalier, de même qu'on ne s'était pas pris un moins, on va dire au-delà de moins 30 depuis le crack Covid en mars 2020, je pense, dans ces eaux-là. Clairement, le crack Covid, ouais, ça doit être le dernier très grand événement de volatilité qu'on a sur ces actifs qui sont matures. Ils sont matures. Pour moi, le Bitcoin est un actif mature. Quand je parle de dernier cycle, c'est ça. C'est qu'un actif mature, il arrive dans son dernier cycle. Et du coup, il va avoir un drawdown, mais sur tout un bear market de 30-40%. Ce qui est énorme, hein, quand tu es un investisseur et que tu as 20-30% de ton capital, ton patrimoine dans un actif qui est presque divisé par deux, tu le sens passer. Hein, mais c'est terminé les moins 99%. Bitcoin fera plus ça, quoi. Enfin, les gens qui pensent que Bitcoin va à zéro, il est temps de passer à autre chose, quoi. Après, je trollais un petit peu en disant ça, mais parce que ça me faisait penser, ce que j'avais derrière la tête aussi, c'était la corrélation entre ce qu'on a connu avec l'arrivée des ETF sur l'or et l'arrivée des ETF sur Bitcoin. Donc en fait, on sait que les ETF sur l'or, on a eu quand même un mouvement de prix de l'or qui s'est énorme, enfin qui a pumpé de dingue. Alors après, on parle de choses un peu différentes parce que l'or, il y a eu beaucoup d'or papier. Là, les ETF dont on parle, c'est des ETF spot. Donc je ne sais pas si on peut parler exactement du même type d'effet. Il y a beaucoup de gens qui disent ça et moi je suis pas d'accord, hein, les amis. Je suis pas certain non plus. Un ETF spot, légalement, tu dois avoir le sous-jacent. Ah oui. Légalement, tu dois avoir le sous-jacent. Et on parle de Bitcoin, on parle de blockchain. Est-ce que, tu vois, et moi j'étais dans un meet-up il y a pas longtemps et quelqu'un qui m'a dit ouais, bah avec leurs conneries d'ETF, ces institutions, tu vois le genre de personne, hein, tu sais, c'est bon, d'accord, c'est ouais, et maintenant il y a plus 21 millions de Bitcoin, il y en a plus. Je suis là, bah non, il y aura toujours déjà il y a moins de 21 millions de Bitcoin parce qu'ils sont pas encore tous minés, mais le nombre de Bitcoin n'a pas changé avec les ETF, les amis. Et je vois ce qu'il veut dire quand il dit ça, mais pas sur tes ETF spot, pas tant que ça. Enfin, c'est pas comme l'or où il y a 10 fois plus d'or en action, entre guillemets, que dans la réalité physique sur Terre. Ah tiens, tu vois, il y a un commentaire de Yerlad qui dit pour lui, on sera en super cycle si on revient pas en dessous de la TH de 2021 après celui de 2024-2025. Je trouve que c'est pas bête, effectivement. C'est une très bonne remarque, effectivement. Ouais, ça peut effectivement marquer. C'est ce genre de signe-là
qu'on pourra essayer de chercher à ce moment-là et de se dire, oui, effectivement, si on ne repasse pas en dessous de certains niveaux, bah, on pourra effectivement imaginer qu'on a changé de paradigme en ce qui concerne la dynamique de prix. En tout cas. Et après, en ce qui concerne la dynamique d'usage, donc c'est-à-dire l'usage du Bitcoin, j'ai vu passer une question qui disait, mais quid si jamais bah, les gros acteurs justement s'accaparent 90% des Bitcoins, etc. C'est potentiellement possible. Et étant donné les difficultés de faire de la custodie, c'est vraiment possible. Et puis bon, tant que le Bitcoin, c'est l'or à plus de 5% du supply aujourd'hui. Ils ont plus de 5% des bitcoins. Donc tu prends le Salvador, tu prends Michael Saylor et tu prends quelques acteurs comme ça, tu as dépassé les 10% du supply. Mais c'est pas un problème, il y a les Satoshi, hein. Ça fait beaucoup de Satoshi. Hein. Il y aura toujours suffisamment, hein, les amis. Hein. Et on fera des micro Satoshi sur les layers 2 hein, s'il faut. Ouais, et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse, elle change de main, tu vois, avec les années, les aléas de l'histoire, de la vie, etc. Et donc, on ne peut pas dire que les détenteurs de Bitcoin, même institutionnels ou quoi que ce soit, qui sont aujourd'hui en possession de ces Bitcoins-là, le seront demain. Parce que on l'a bien vu dans l'histoire, hein, quand les États-Unis ont dû commencer à rembourser l'or qu'ils avaient en réserve contre les billets. Bon, ils ont trouvé un subterfuge, etc. Et puis l'or change quand même encore de main, et on voit qu'il y a des pays qui accumulent, d'autres dont les réserves baissent, etc. Et le Bitcoin, c'est un peu la même dynamique. Donc ça, je ne pense pas qu'on puisse dire on aura une entité qui possédera tout. Non, elle aura toujours à un moment intérêt à vendre pour... c'est le fameux proverbe, hein, c'est le fameux proverbe, la richesse dure 3 générations. Les grands-parents la créent, les enfants la préservent et les petits-enfants la détruisent. C'est un peu... Sinon, on aurait 4 familles qui auraient l'ensemble de tout le patrimoine immobilier, d'actions, etc. Il y en a qui le pensent, hein, après, voilà, mais en soi, l'argent circule hein, dans une économie. Certes, il y aura des riches, il y aura des pauvres, mais il faut pas... Il y a beaucoup de gens. Parler à quelqu'un qui est dans Bitcoin depuis 10 ans, il racontera toujours la même histoire qu'il avait 5000 Bitcoins, il avait 300 Bitcoins, etc. La plupart de ces gens, s'ils avaient encore leur Bitcoin, ils ne seraient pas en train de vous parler. Hein. Ils seraient en train de vivre une autre vie que d'être en train de discuter avec vous à ce moment-là. Même s'il y en a qui sont très très humbles et qui viennent, qui sont OG et qui sont très très riches et on s'en rend pas compte. Mais généralement, ces Bitcoins, ils les ont plus parce qu'ils les ont dépensés, parce qu'ils les ont perdus, parce qu'ils ils se sont fait hacker. Enfin voilà, ça circule, c'est comme ça. C'est la vie. Ils les ont tradés, malheureusement. Ouais. Mais aussi la thésaurisation, c'est aussi un modèle économique bien pourri, quoi, en soi. La bonne monnaie, en fait, elle circule, elle est échangée, ça reste un moyen, c'est pas un but. Donc, je suis pas trop inquiet de voir justement ces bitcoins changer de main, circuler, échanger de la valeur entre différentes entités. Et après, que ce soit des particuliers, des entreprises, des institutionnels, des nations, on verra qui aura intérêt à l'utiliser. Mais là-dessus, je ne suis pas trop inquiet. Je vois pas... le modèle économique de je m'assois sur mon tas d'or, c'est en règle générale pas quelque chose qui est très rentable et très efficace. Oui, et puis les gens... En fait, le truc, c'est que tu t'en sers de collatéral. Moi, toute la finance décentralisée, elle est faite pour les maximalistes, en fait. Tu sais, c'est l'amour qui n'a pas eu lieu, qui est l'acte manqué entre le maximaliste et la DeFi, parce que en vrai, si tu as du Bitcoin et que tu y crois, tu as envie de les cumuler et tu penses que le Bitcoin va avoir plus de valeur. Et je pense que le chart qu'on a sous les yeux en ce moment même, ça l'illustre bien. C'est que sur une échelle de temps suffisamment longue, le Bitcoin aura plus de valeur que le dollar. Et que le dollar a pour but de perdre son pouvoir d'achat, le Bitcoin a pour but de gagner du pouvoir d'achat. Si tu regardes sur chaque ligne, chaque chandelle, c'est pas forcément vrai, mais sur le long terme, c'est relativement vrai. Et donc, tu t'en sers comme collatéral du Bitcoin pour imprimer des stablecoins et aller les dépenser. Et en fait, c'est à ça que ça sert la DeFi. Moi, j'ai pas envie de vendre mes Ethers.
Donc mes Ethers, je les stake, mais je refais du STED, du Rocket Pool HIT, et je m'en sers de collatéral pour emprunter du Go sur AV ou pour emprunter de l'USDC sur d'autres plateformes si on le souhaite. Et c'est ça que je vais dépenser. C'est ça que je vais convertir en euros E et que je vais mettre sur ma carte bleue et puis que je vais faire mes achats avec. Ce qui me permet que mon nombre d'Ethers ne fait qu'augmenter. Mon nombre de Bitcoin ne fait qu'augmenter. Ça baisse jamais en fait. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, si on n'est pas complètement taré et si on vit en dessous de ses moyens, eh ben, on dépense moins que ce qu'on gagne. Donc, son collatéral augmente plus vite que la valeur de sa dette. Et au final, ben, on se retrouve avec un patrimoine qui grandit. Et ce delta entre ce qu'on gagne et ce qu'on met en collatéral et ce qu'on dépense, et donc cette dette qu'on accumule dans la finance décentralisée, eh ben, il se creuse de plus en plus au fur et à mesure. Et ce delta, c'est votre patrimoine qui se crée au fur et à mesure. Et si en plus la valeur de vos cryptoactifs augmente avec le temps, eh ben, c'est la double récompense. Alors que vendre ses bitcoins pour payer ses factures, bah, c'est la double peine. Parce que vous avez vendu vos bitcoins et surtout, vous ne les aurez pas plus tard. Et leur valeur de plus tard, vous l'avez abandonné en vendant vos bitcoins. D'ailleurs, sur ceux qui vendent des bitcoins, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on voit régulièrement circuler ces fameuses vidéos où tu as un gars qui se filme en train de vendre ses bitcoins à 1, 2, 3, 10 dollars en disant ouais, ça a encore baissé de 90%, c'est bon, j'en ai plein le cul. Et c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure. Des gens qui avaient des bitcoins à l'époque où ça valait entre 1 et 10 dollars et qui les ont encore aujourd'hui. À mon avis, ça doit plus exister des masses. Hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Ça se compte sur les doigts de quelques mains, on va dire. Ouais. D'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un, de retrouver une personne qui aujourd'hui hold encore des bitcoins qu'il aurait eu autour de 1 à 10 dollars. Ça serait fou. Il n'y en a pas beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, hein, parce que c'est quand même difficile de résister, entre guillemets. Faut déjà, en fait, je pense que c'est possible, mais il faut déjà être riche à la base. Parce que si tu n'as pas d'argent, c'est difficile de te dire bah, j'ai un truc qui vaut très cher et puis bah, j'y touche pas. Après, je connais un Ether maximaliste que j'ai rencontré quand j'étais à Auxerre et que je salue, qui était déjà mineur sur Ethereum Proof of Work, validateur aujourd'hui, et qui vit chichement et qui ne dépense pas un Ether depuis des années, quoi. Des années et des années et des années. Et c'est son trésor de guerre, j'ai envie de dire, mais il ne vend pas. Il n'est pas vendeur. La plupart, hein. La plupart, ouais. Je sais, la plupart des vrais, ils ne sont pas vendeurs. Après, moi, c'est pareil, hein, j'ai pas de Lamborghini, etc. Après, bah, il faut bien que je vive, mais j'accumule de la dette, en fait. Et il y en a beaucoup qui stalkent mes adresses et qui disent « Oh putain, t'as vu la valeur de la dette de Mark Zeller ?» Je fais bah ouais, mais regarde mon capital et au final, regarde ce qui monte et c'est ce qui monte le plus vite. Et c'est ça le plus important en fait. C'est que moi, la valeur de ma dette, m'en fous, hein, vraiment. Tant qu'elle est inférieure à ce que je gagne et tant qu'elle est inférieure à mon patrimoine et que ma probabilité de liquidation elle est relativement basse, tout va bien. Hein. Je dors tranquillement le soir. Hein. Ouais, tu sais quoi? Ça me fait penser ça au drama qu'on a eu sur Curve avec Michael quand il avait sa dette en CRV. Qui représentait beaucoup d'argent. On parlait de dizaines ou de centaines de millions de dettes. Moi, je pense que les gens ont beaucoup paniqué et se sont beaucoup émus de cette histoire-là. Mais à mon avis, la dette que ça représentait doit représenter une part raisonnable de son capital, quoi. Je pense pas du tout qu'il était le truc, endetté à 70%, quoi. Non, après, ça dépend de la liquidité de tes actifs, après. Ça, j'avoue, c'est autre chose. Les gens ont paniqué, etc. sur Twitter. Enfin, comme d'habitude, ils ont écrit des tartines. Mais au final, il a remboursé sa dette. Aujourd'hui, il a 0 € de dette sur AV. Ouais, il a zéro. Donc cet argent, il vient d'où? Voilà. Bah, le truc, c'est que tout le monde est parti du principe qu'il avait acheté 2 manoirs à 40 millions de dollars pièce, etc. Mais je pense que quand quelqu'un achète argent, en fait. Non, mais quand quelqu'un achète un manoir à 40 millions de dollars pièce, c'est qu'il sait déjà il connaît un peu l'argent, il maîtrise un peu, et c'est que ça ne doit pas représenter 50% de son net worth, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de raison particulière de stresser. De stresser. Mais après, on aime bien raconter des histoires. Après, moi, je ne sais pas. Hein,
j'ai pas d'idée de Ouais, mais combien. tu vois, Mais j'en parlais avec ma compagne. Moi, j'arrive sur la fin de la lune de miel des réseaux sociaux. Tu vois. En fait, ça me fatigue. Ça me fatigue cette histoire. En fait, ça me fatigue les gens qui ont l'énergie et le temps d'écrire 18 threads, enfin un thread de 18 tweets d'affilée pour expliquer des trucs, mais qui sont faux en fait. C'est genre, mais en fait, tu viens de passer 3 heures de ta vie à écrire une tartine et à le mettre sur les réseaux sociaux, et après passer les 3 heures suivantes à répondre à tout le monde et à dire oh là là, c'est important. Utilise ces 3 heures pour regarder la blockchain et te rendre compte que bah, les faits, ils sont contre toi. C'est incroyable le niveau, comme le niveau est bas en fait. Et je suis peut-être plus cynique qu'avant ou plus fatigué qu'avant. Après, c'est au bout d'un certain nombre de cycles. Moi, je dis souvent, c'est mon dernier bull run, mon dernier bull run public. Moi, je serai encore dans l'écosystème, je continue à bosser sur les trucs. Mais les réseaux sociaux, ça me fatigue, quoi. J'en peux plus. Après, il y a pas mal de ce qu'ils appellent, enfin, j'ai toujours pas compris en quoi ça consistait, mais les copywriters ou des trucs comme ça, où apparemment, tu as des gens qui écrivent pour d'autres gens, voire qui pompent du contenu US pour le repiquer en contenu FR sans même comprendre ce qu'ils sont en train de taper. Et je pense que ça fait totalement partie des fameux threads dont tu parles, qui, une fois repiqués dans une autre langue, ne veulent strictement plus rien dire. Et le gars, il est incapable de t'expliquer le fond du truc, quoi. Non, mais en ça, plus, et puis, tu regardes comment ça rapporte. Maintenant que X, ça rémunère, si tu sors un tweet qui performe et que tu peux être rémunéré pour, tu peux faire un peu d'oseille quand même avec. Donc, ça pousse aussi à produire. Tu vois, tout ouais, mais simplement. regarde ce qui marche sur X. Et en fait, et on arrive sur ce truc-là dans tous les réseaux sociaux. Moi, j'y suis pas parce que j'ai pas Instagram, c'est pas mon délire et tout, mais j'ai vu Thread, qui est aussi méta. Enfin, il paraît que c'est Instagram. Et donc, j'ai vu le truc. Et en fait, tu as l'impression que tu es dans l'enfant bâtard de LinkedIn et de Twitter. Tu vois, tu as LinkedIn et la toxicité de Twitter dans une seule machin, où tout le monde veut faire du drama, tout le monde veut faire du choc, du machin, énerver les gens pour faire des retweets et tout. Et j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas l'espace de cerveau disponible. Je crois que ça m'intéresse plus, tout simplement. Après, je suis très heureux, tu vois, d'être sur les réseaux sociaux. Twitch est un réseau social. Je suis très heureux d'être avec la communauté. Je suis très heureux de vous voir en meet-up. Mais certains réseaux sociaux, on arrive au bout, quoi. On arrive au bout du En fait, modèle. on a besoin de ce genre de fenêtre et c'est pour ça que même moi, en tant que média ou je sais pas, assimilé influenceur entre guillemets, je préfère 100 fois YouTube. C'est que quand tu parles d'un truc, tu as le temps et l'espace de vraiment creuser le truc pendant des minutes, si c'est pas 30 minutes ou 1 heure, exactement comme on fait là sur Twitch. Alors que quand tu postes un truc sur Twitter, déjà que comme tu dis, c'est très acéré, très immédiat, toujours dans la réponse la plus exacerbée possible, la plus violente pour certaines, pour des gens qui sans arrêt vont avoir ce truc à envoyer des invectives ou des trucs comme ça. C'est vrai que tu vas pas pouvoir faire passer le message que tu veux avec le nombre de caractères qu'il y a. Et quand bien même désormais tu as un nombre de caractères beaucoup plus long qu'avant, tu en as la moitié qui vont même pas lire ou qui vont lire 1 ou 2 lignes, les premières lignes, et qui n'ont pas le temps. Donc en fait, on en arrive à du contenu qui, d'un point de vue du créateur de contenu, soit il faut qu'il soit extrêmement court, c'est les shorts, c'est TikTok, c'est YouTube Short, etc. Et ça marche très bien. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont reconvertis full-time là-dedans, à faire du 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et d'un autre côté, tu as le contenu long en podcast où tu as des gens qui font des discussions face cam en mode 1 heure, 2 heures et tout ça. Un peu finalement comme on fait nous là. Hein. Sauf que nous, c'est un peu plus, on va dire, pur orienté sur le sujet qui nous intéresse. On essaie en général de ne pas parler de tout et de rien. Et bien que on le fait avec plaisir quand d'autres sujets se présentent. Mais voilà, c'est là où il y a une certaine dissonance aussi par rapport à l'attente du public entre le contenu court et le contenu long. Et Twitter s'y prête excessivement mal, je trouve, pour dérouler un truc plus en profondeur. Et on a une telle réaction disproportionnée qui est systématiquement, comme on disait, soit dans l'invective, soit dans l'immédiateté de dire ce qu'on pense, un peu comme si l'on le disait à haute voix, sauf que dans la vie de tous les jours,
bah, quand tu croises quelqu'un, s'il y a un mec dans la rue, sa tronche, elle te revient pas, tu vas pas te coller à 10 centimètres et lui dire t'as une tête de mort, tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est clair. c'est là Ou où ça alors, tu pose un assumes les vrai problème. conséquences. Tu assumes les conséquences de ce type de comportement. Ouais, Mais ouais. ça, c'est un truc, c'est que, enfin, dans les conférences, dans les meet-up, on les croise pas, nos haters, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui nous aiment pas dans les conférences, mais ils viennent pas nous parler. Au bout d'un moment, en fait, dans le monde physique, les gens ont le bon sens de ah, j'aime pas ce mec, en fait, je vais passer ma soirée à parler à des gens qui m'intéressent et à faire autre chose de ma soirée, tu vois. C'est pourquoi il y a que sur les réseaux sociaux où les gens qui t'aiment pas, ils regardent toutes tes émissions, ils commentent toutes tes vidéos YouTube, ils sont là à répondre à tous tes tweets. Mais mec, si tu m'aimes pas, t'as beaucoup de temps à me consacrer pour quelqu'un qui m'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as rien d'autre à faire de ton lundi soir Ouais, Donc, bon, ça, on va je suis- recentrer un peu le truc parce que comme disait Wayne, on va revenir au sujet crypto, mais on pourrait en débattre pendant des heures et des Ouais, heures, tellement allez. en quelques années de réseaux sociaux, on en a vu des vertes et des pas mûres, ça c'est clair et net. Mais tout autant qu'on a bénéficié aussi de beaucoup de positivité, on va pas dire le contraire. Donc, Énormément. je pense qu'il faut savoir faire le tri, mais c'est vrai qu'il y a certains réseaux sociaux où c'est plus compliqué que d'autres. Et notamment au fur et à mesure que tu deviens un plus gros compte et que donc tu as une portée un peu plus grande, tu essaies de peser chaque mot pour que ça soit bien interprété. Des fois, tu as beau dire il fait beau aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va penser que tu craches sur ceux qui ont des nuages. Enfin, on en est là, tu vois, sur certains réseaux sociaux. Donc, c'est un peu compliqué, on va Non, mais dire. on a le droit de pas aimer tout le monde. Il faut arrêter. Ouais. Ceux qui vous disent moi j'aime tout le monde, c'est des hypocrites. Il y a des gens Ouais. que j'aime pas, il y a des gens qui m'aiment pas, et le monde il est ainsi fait. C'est pas un souci. C'est Après, la vie. quelque chose qui nous rassemble, c'est qu'on aime la crypto. On est là pour ça. Au-delà de la Et crypto, je pense aussi qu'on est quand même, pour les gens qui on ont aime la tenu le future. bear market, malgré tout, un fond de passionnés, puisque en général, une fois que tu as perdu de l'argent, que tu es passé au travers d'un cycle baissier qui a duré 1 à 2 ans, à peu près 18 mois, c'est que quand même, tu es là pour autre chose que la pure spéculation. Il y a beaucoup plus de gens en proportion qui abandonnent direct que de gens qui sont encore là aujourd'hui. Donc, franchement, bah, déjà, chapeau à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici. Et ça me permet de faire la petite transition vers le chart qui est à l'écran. Et je vais vous lancer un peu en me faisant l'avocat du diable autour d'Ether qui, depuis la reprise, entre guillemets, le renversement de polarité de 2023, est resté dans les clous, dans les pas de Bitcoin à quasi le pourcent près, puisque je pensais qu'il avait sous-performé, mais quand on avait regardé, on était à peu près sur 300% pour 300%. On n'était pas très loin, à quelques pourcents près, entre la performance de Bitcoin et la performance d'Ether par rapport à leur point bas. À présent, face aux autres layers 1, et on a souvent Solana qui est mis désormais en challenger face à Ethereum, bien que aujourd'hui, quand on regarde factuellement les datas, il y a tellement de choses qui se sont build du côté de Ethereum, les fameux layer 2 et toute cette énorme gravité talent trou noir qu'il concentre autour de lui. Est-ce que Ethereum déçoit d'un point de vue purement technique, d'un point de vue de, comment dire, ce qu'il représente de monolithique au niveau de son layer 1 et qui aura du mal à outrepasser toute cette technicité, même Vitalik, même les plus gros développeurs de Ethereum, parfois se heurtent à la roadmap qui est extrêmement complexe. Donc, est-ce que Ethereum est devenu finalement une victime de son propre succès? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens d'aboutir à ce vers quoi ils voulaient aller, enfin ce vers quoi ils voulaient aller? Et est-ce que on peut avoir, selon vous, je connais déjà la réponse et je me doute de ce que vous allez répondre, mais avoir un outsider layer 1 qui pourrait venir marcher sur les plates-bandes dans les 2-3 années à venir de Ethereum d'un point de vue stricto sensus blockchain L1, on va dire, au-delà du spéculatif? Bah, moi, je pense que je vais prendre les gens à contre-pied, parce que vous dites ah là, il va faire son maximaliste, etc. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille chercher un petit peu les données, parce que ce qui est important, je me permets de partager l'écran. Et ce qui est important, les amis, c'est qu'au final, bah, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, est-ce que vous voyez défiler la main?
Du coup, je ne vois plus le chat. Ouais, c'est bon. Ouais, Defilama, c'est une très bonne ressource. C'est complètement gratuit, c'est complètement open source et c'est fait par la communauté. Et ça va aller mettre de l'information et choper la donnée sur la blockchain et sur les blockchains. Defilama, on ne peut pas les accuser de maximalisme parce qu'ils listent tout, ils listent même Cardano et même le scam de Richard Heart, la X, qui s'appelle Pulsechain. Donc vraiment, si ça existe, c'est sur Defilama. Et si c'est pas sur Defilama, c'est que c'est vraiment, vraiment trop petit pour être mis en avant. Donc voilà, il n'y a pas de maximalisme chez eux. Et quand on regarde les protocoles, on voit que les protocoles en général, le numéro 4, il n'est pas sur Ethereum du tout. Il est sur Tron. Il faut savoir que le deuxième plus gros protocole de liquidité, après Aave, c'est pas Compound comme certains pourraient dire, c'est pas, je sais pas, MakerDAO, c'est pas vraiment un protocole de liquidité ou un autre, c'est JustLend qui est un truc sur Tron avec l'USDD, je crois, enfin son truc. Donc c'est un truc qui a rien à voir avec l'écosystème Ethereum. Et donc on peut descendre un petit peu et observer un petit peu tous les trucs. Et il y a même les Layer 2 qui sont un petit peu à la mode, genre Mantle, qui commencent à apparaître avec différents trucs. Et là, on se rend compte que, tu vois, Compound, par exemple, ils sont 11e. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent le chat et qui se disent « Ah ouais, Compound, c'est les numéros 2, etc. » qui sont restés un petit peu dans le mindset de 2020-2021. En fait, pas du tout. Ils ont été dépassés par plein de gens et ça continue de se développer. Blast, qui est un truc qui n'est même pas encore sorti, c'est juste un multisig, ils sont 16e. Et voilà. Donc, vous pouvez aller chercher l'information là-dessus. Et s'il faut comparer un petit peu les chaînes, donc, on va voir les chaînes directement, les blockchains. On voit que la blockchain numéro 2, c'est Tron. Donc, c'est vraiment énorme, Tron, après Ethereum, en termes de liquidité. Ensuite, on a BSC, qui reste très gros, même si on en parle beaucoup moins, BSC reste énorme. Ensuite, il y a Arbitrum, et en 5e, il y a Solana. Et si tu lis Crypto Twitter, tu as l'impression que Solana, c'est numéro 2, voire c'est numéro 1, ça a dépassé Ethereum. Parce que le nombre de gens qui parlent de Solana en ce moment, tu as l'impression que c'est énorme. Solana, c'est 1,5 milliard. Pour vous situer ce que c'est 1,5 milliard, on va retourner sur les protocoles et on va voir Aave tout seul. Je vends ma crêperie, mais je pourrais vous faire la même chose avec Maker. Mais Aave tout seul, c'est 7 milliards actuellement de DVL. 11 milliards si tu comptes tous les dépôts, 7 milliards si tu enlèves les sous qui sont empruntés. Donc au final, Solana, par rapport à Aave, c'est moins que Aave sur Arbitrum plus Optimism, par exemple. Ce genre de truc. Ça vous permet, ce genre de site, de remettre les choses en contexte. Tu vois, mais ce que tu as montré, par exemple, pourquoi on parle aussi beaucoup de Solana donc sans faire un jugement de valeur, c'est quand tu regardes le volume d'échanges, ils vont te dire que, bah, regarde, le volume d'échange de Solana sur 24 heures, c'est autant qu'Ethereum. Alors ça, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes fees. Parce que les fees sur 24 heures, est-ce que je peux le voir? Oui. Les fees sur 24 heures, là, tu as 5,7 millions et là, tu as un demi-million. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est que les échangeurs décentralisés sur Solana ont quasiment aucune fee. Et comme les frais de transaction sont quasiment de zéro, bah, tu peux faire autant de volume que tu veux. Tu peux échanger 30 centimes 1 million de fois par jour si ça te chante. Et en fait, le truc, c'est que ça s'accumule et que ça fait des très gros volumes. Qui a tort, qui a raison? Ça, c'est... Oui, enfin ça, bon, voilà. Qui a tort, qui a raison, c'est pas à nous de vous le dire. Nous, notre métier, et enfin notre métier, c'est pas vraiment notre métier, notre activité sur cette chaîne, c'est vous apporter de l'information et c'est à vous de faire votre propre opinion. Parce qu'on pourrait se dire, en termes de liquidité, Bitcoin, c'est le 15e, donc Bitcoin, c'est de la merde. Bah non, Bitcoin, c'est pas de la merde. C'est juste que Bitcoin, c'est pas vraiment faire pour faire des choses dessus, mais Bitcoin, il serait quasiment à zéro il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, il y a les BRC20, il y a des ordinals. Quand vous lisez certains coins de crypto Twitter, vous avez l'impression que les BRC1 ordinal, c'est un truc énorme. Bah non, c'est plus petit que Cardano en termes d'activité on-chain. Donc, on est vraiment sur pas un truc si énorme que ça au final. Hein. Mais... donc ça va vous donner de l'information et ça va vous permettre d'avoir une information qui est plus basée sur la réalité, sur le concret, sur ce qui se passe. Et vous pouvez aller voir n'importe quelle plateforme. Ils sont vraiment très, très, très larges. Hein. Il y a des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas ce que c'est. Shimmer EVM. Tu avais entendu parler de Shimmer EVM? Jamais. Donc, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Shimmer autour de IOTA, mais je pense pas que ça soit ça. Hein.
Bon, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est ta question. Est-ce que Ethereum, il y a des layers 2 ou il y a des layers 1 alternatifs qui prennent de la place sur Ethereum? La réponse est oui. Bah, il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup maintenant d'activités sur plein de layers 2 différents, de layers 1 différents. Mais quand on observe pour l'instant, la différence entre le numéro 1 et le numéro 2, elle est énorme. Et aujourd'hui, le vrai numéro 2, c'est Tron. Et personne n'en parle sur Crypto Twitter parce que c'est un truc qui est utilisé que dans des pays plus émergents et en Asie. Alors que c'est très utilisé. Vous allez en Turquie aujourd'hui, vous allez à Istanbul, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à déplacer des USDT de chez Tron. Et quand on accepte des cryptos, généralement, on accepte ça, de l'USDT de chez Tron. Ou Avalanche pour des raisons aussi, d'autres raisons. On ne va pas vous parler forcément d'optimisme ou ce genre de choses. Donc, il existe plein d'alternatives, mais ça reste petit. Vas-y. La Turquie, pour faire un tout petit aparté sur ça, qui est un très bon exemple de la façon dont ils ont de protéger leurs fonds de l'inflation, puisque pareil, hein, on en parle relativement peu, mais la Turquie font partie des pays dont la monnaie s'est énormément dévaluée ces dernières années. Et donc, après, je ne suis pas allé vérifier parce que je ne suis pas allé sur le terrain comme d'habitude, mais je fais confiance aux personnes qui m'ont rapporté ça. Apparemment, il y a énormément de gens en Turquie qui, dès qu'ils reçoivent leur salaire, vont faire exactement ce que tu étais en train de dire, convertir immédiatement l'argent en USDT de Tron avec des frais extrêmement minimes, et ça leur permet de garder une liquidité qui ne va pas perdre dans la foulée du jour au lendemain, moins 40% ou ce genre de choses, quoi. Moi, je le dis sans honte, hein, et je le dis devant la caméra, et j'ai aucun problème à le dire. Tron et Justin Sun touchent plus des petits gens, entre guillemets, et il n'y a rien de condescendant quand je dis là-dessus, mais a fait plus pour les débancariser, voilà, c'est peut-être plus politiquement correct de dire ça, que AV en son ensemble. Et pourtant, il y a plus de TVL sur AV, etc. Mais aujourd'hui, tu déposes sur AV en Ethereum, ça va te coûter $30. Donc, tu as déjà 90% de l'humanité, c'est mort. Mais voire 95% de l'humanité, c'est mort. Par contre, oui, on existe des chaînes où tu vas payer très peu de frais de transaction sur Optimism, sur Arbitrum, mais ça reste des réseaux qui, pour l'instant, n'ont pas percé dans ces pays qui ont le plus besoin de la crypto, de la blockchain et de la DeFi. Mais c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont marketé vraiment ces parties-là du monde, ils ont fait du zéro fee, ils ont fait toutes les concessions sur la décentralisation, sur l'open source, sur le fait d'être ouvert. Moi, je ne suis pas en train de vous vendre Tron comme un truc magnifique, hein. Il y a plein de trucs qui sont très, très shady de ce côté-là. Mais dans la réalité, aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont besoin de la défi qui utilisent Tron que qui utilisent AV sur Optimism. Et notre boulot, c'est de changer ça au fur et à mesure des années. Mais il faut être dans le concret et être dans le réel. Mais après, il y a des choses où justement, hein, c'est le réel. C'est-à-dire que si c'est pas cher, que c'est simple, que ça permet d'échanger d'une adresse à une autre sans frais, les dollars dont on a besoin pour son quotidien, d'une personne à une autre, d'un commerçant à un individu, etc. Vous savez, hein, comme les technologies, elles sont vite adoptées et que ça fait comme une traînée de poudre en règle générale, quand ça fonctionne bien, c'est souvent le cas. Alors après, je ne connais pas non plus le taux d'utilisation, le taux de user d'une blockchain comme Tron. Je ne sais pas si on peut le trouver. C'est assez élevé en vrai. Hein. C'est assez élevé. Le nombre d'adresses uniques, tu vois. Mais par contre, pour en revenir à ce qu'on disait vis-à-vis d'Ethereum et que tu disais, CM, au niveau de l'action de prix ou des choses comme ça, moi j'ai encore un petit peu une petite idée là-dessus, mais je pense que il y a deux raisons principales pour moi. La première, c'est qu'on n'a pas eu encore la même hype que Bitcoin a eu au niveau des ETF, mais ça ne saurait tarder. Et je pense également que à chaque fois qu'on a une mise à jour, on a des gens, notamment des gros portefeuilles d'institutionnels, etc., qui sont un petit peu fébriles quant au fait d'investir juste avant une mise à jour, qu'elle soit de peur qu'elle ne soit pas, entre guillemets, réussie. Et on a la mise à jour Denkun qui doit arriver bientôt pour Ethereum, qui est une mise à jour assez importante. Et comme d'habitude, on a vu que ça s'était bien passé là sur Gurley, sur Sepolia, etc. Bon, je pense que l'action de prix, à mon avis, une fois cette mise à jour implémentée et réussie, on aura quelque chose où ça va détendre un petit peu l'atmosphère, si je puis dire, et on aura une reprise des actions de prix qui sera peut-être un petit peu plus
Je vais quand même vous faire un point sur ce qui marche sur Ethereum aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui marche sur Ethereum, c'est pas vraiment la défi. Tu vois, les 3 plus gros acteurs défi, ils sont en déclin sur un mois. Après, en déclin, voilà, on est sur plusieurs milliards, donc en fait, c'est une certaine stabilité. Maker est en déclin, mais c'est un faux déclin, parce que Maker a un nouveau produit qui est un fork d'AV qui s'appelle Spark. Et en fait, on a un petit peu un transvasement entre des utilisateurs historiques de Maker et des nouveaux utilisateurs de Spark. Et on a vraiment cette observation où on est un peu en vase clos. Et surtout, ils sont en train de farmer un airdrop, etc. Ce qui marche du tonnerre, c'est le restaking avec Eigenlayer. Ça a doublé ce mois-ci, doublé en un mois. Donc les gens stake leurs Ethers et ils vont les restaker. Ça, on en a parlé dans l'émission de la précédente. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui continue de marcher, c'est Curve. Curve ne connaît pas la crise. Compound s'efface et sort un petit peu du marché des cryptos, mais je pense qu'ils ont un peu lâché l'affaire. Compound, je suis désolé de le dire comme ça. Blast. De Compound. De quoi? T'en entends pas parler de Compound au quotidien? Non, je crois qu'ils ont lâché l'affaire. Enfin, il doit y avoir encore une équipe, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin bref, c'est un acteur historique. Hein, c'est comme ça, c'est la vie. T'as Blast et les nouveaux Layer 2, donc Mantle, je les mets dans la même catégorie, qui ont beaucoup de succès. Et ça, souvent, c'est des dépôts pour aller farmer du airdrop, pour aller farmer des points. Donc, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Et t'as Etherfi en restaking qui monte beaucoup, et t'as Pendle qui monte énormément. Et Pendle, eux, c'est assez intéressant. Je vous l'ai présenté dans l'autre truc. Ça aussi, ça surfe sur le restaking, où ils ont des volts ETH qui sont... alors, c'est risqué. Faut locker ces Ethers jusqu'en juin, je crois, la prochaine période. Mais tu as des rendements qui sont très élevés. Je vais vous montrer Pendle Finance. Pendle.finance. Un conseil en investissement, pas de... Voilà. Mais en gros, si je me mets sur l'application, il y a des risques, faites vos propres recherches, mais on a des taux de rendement qui sont très élevés en fixed yield. Et c'est un peu le même mécanisme que APY, qui s'appelle Spectra aujourd'hui. Donc, on est sur du yield token et du principal token. Donc, si vous avez fait vos devoirs sur APY, vous ne serez pas perdu sur Pendle. C'est vraiment des mécanismes qui sont très, très proches. Il y a des petites subtilités entre les deux. Il y a du risque quand même, mais avec des taux comme ça, forcément, ça attire du monde. Et donc, la récompense, elle est absolument énorme en termes de TVL. Ça a fait x5 sur un mois et ça continue de grossir. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Pareil, Swell, c'est encore du restaking. Donc, aujourd'hui, ce qui marche le plus sur Ethereum, c'est staker, restaker et les Layer 2. Donc, pour moi, ce n'est pas un signe qui est si cool que ça. En mode, les applications vraiment, Uniswap, les AV, les Compound, etc., c'est pas ce qui performe le plus. Donc, on est dans une méta en ce moment sur Ethereum où on rajoute des couches, on stake et on restake, mais on n'utilise pas tant que ça la blockchain. Moi, je trouve, et ça va peut-être choquer certains, qu'il y a plus de créativité en ce moment sur Solana. Sur Solana, il y a plein d'applications, 99% de merde. Vraiment, c'est beaucoup de meme coins, beaucoup de trucs pourris, mais beaucoup de créativité, de nouveaux projets qui se lancent sur Solana. Et je trouve que j'ai un avis qui commence à changer sur Solana. Alors, le problème de Solana, c'est que on est sur quelque chose qui est vraiment à l'origine bien caca, avec des investisseurs bien caca et des gens derrière, FTX, etc., bien caca. Mais en même temps, le truc n'est pas mort. Il faut se rendre compte à l'évidence et continuer de bosser. Et il y a une TVL qui commence à exister. Ça reste faible par rapport à d'autres choses. C'est beaucoup plus petit qu'Arbitrum ou ce genre de choses. Je retourne sur les chains pour vous montrer, s'il veut bien me montrer. Mais on est sur un progrès. Ça a flippé Polygon. Polygon qui était l'un des plus gros Layer 2 à l'époque, qui a baissé aussi beaucoup, mais si ça flippe Arbitrum, c'est le plus gros Layer 2 Ethereum. Donc on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que. Enfin, moi, je ferais quand même attention en termes. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de malhonnêteté. Je regardais un peu ce qui s'est passé, comment ça se passait sur Jupiter. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, etc. Beaucoup d'argent qui a été déposé. J'ai vu le play de la team, etc. Bon, je trouve ça quand même un peu shady. Faites quand même attention à vous. Après, c'est ultra shady, les amis. Ça, j'ai pas dit le contraire. Oui, mais non, mais voilà. Au moins, il y a une activité, il y a du sang neuf, tu vois. Moi, je trouve que sur Ethereum, en ce moment, c'est peut-être moi qui suis aigri, mais
on stake ces Ethers, on les restake, et puis après, on va les bloquer dans un layer 2 qui est un multisig, et peut-être qu'on va te faire des points qui vont te donner un airdrop. Elle est où la créativité là-dedans? Tu vois ce que je veux dire, tu vois? On en a parlé ensemble plusieurs fois, mais au bout du compte, est-ce que ce bear market a apporté son lot de créativité nécessaire, on va dire, ces 2 dernières années? On ne sait pas encore, quoi. On va voir ce qui va sortir dans les mois qui viennent. Mais effectivement, on n'a pas eu une vague d'innovation comme on avait pu voir entre 2020 et 2022, j'ai envie de dire. Donc, on peut espérer effectivement, comme tu dis, il y a quand même le restacking ou des choses comme ça qui sont intéressants. Je noterais plutôt le liquid staking, hein, en vrai, qui est vraiment au final la vraie innovation. Le restaking, c'est un peu, certains diront la cerise sur le gâteau et d'autres diront la couche de chantilly, j'en sais rien, mais en soi, on a eu quelques innovations, mais c'est pas non plus la révolution tant attendue. Et je pense que c'est un peu ça qui te donne cette très clairement. ce goût en demi-teinte. Alors, on nous demande dans le chat Polygon, Ziki et EVM, est-ce que c'est mort? On est à la 72e place, quoi. Et ça fait mal, hein. Ça ne fonctionne pas, les amis. Après, moi, j'ai pas de critique à faire sur la qualité de ce qu'ils font, mais il y a moins de TVL d'utilisateurs et surtout, on est dans une baisse franche. Donc, ça ne progresse pas. Les gens quittent Polygon, Ziki et EVM pour aller sur d'autres blockchains, aller faire d'autres choses. C'est moins que Conflux. Je sais même pas ce que c'est Conflux. C'est moins que Parallel, Horizon. Tu te rends compte que Polygon, Ziki et EVM, qui est le futur de Polygon, parce que Polygon POS est voué à disparaître pour être remplacé et devenir un ZK. Le futur de Polygon a moins de liquidité que Maya Chain. Voilà, ça c'est le concret. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir? Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'en ce moment, ça sent le boudin, quoi. Et il n'y a pas un risque un peu systémique, justement, avec tous ces trucs de restaking et tout ça, que ça parte vraiment en couille et que ça fasse tomber par effet domino le staking basique, enfin, au-delà du restaking, finalement, qu'on pourrait considérer comme la couche de risque par-dessus le risque, par-dessus le risque. Est-ce qu'il n'y a pas un effet propagation qui pourrait arriver jusqu'à du Lido, puis jusqu'à l'Ether normal? Enfin, tu vois un peu la déroute qu'on avait eue déjà par le passé? De ce que j'en ai compris, moi, je ne le vois pas de cette façon-là, parce que si vraiment on l'utilise en tant qu'assurance pour les protocoles, moi, j'ai juste envie de dire, c'est ceux qui ont restacké, qui vont gentiment donner leurs Ethers aux protocoles qu'on fail. Et en fait, les protocoles, eux, ils sont tranquilles. Ils se sont fait piquer 10 millions de dollars ou 50 millions de dollars sur un hack. Ils récupèrent les Ethers. Après, peut-être qu'ils les vendent pour rembourser leurs utilisateurs. Mais peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe si l'Ether restaké, il est en collatéral sur AV? Donc, comment tu protèges AV alors que c'est déjà du collatéral sur AV? C'est-à-dire que l'argent qui est censé... Voilà. Non, mais c'est ça. L'argent... excuse-moi, il y a des protocoles que je ne citerai pas qui sont en train de lister du liquid restaking token là en ce moment et en collatéral. Après, moi, je pense que ça fait du sens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personnellement, si on a cet actif en collatéral sur AV, AV ne peut pas être client d'EigenLayer. C'est impossible. Tu peux pas. Enfin, ce serait au niveau du risque, c'est faisable peut-être, mais c'est compliqué quand même. Sachant que nous, de toute façon, sur AV, on a le safety module. Donc déjà, on ne sera pas client. Hein. Il n'y a pas de vocation à ce qu'on leur file $1 à ces mecs-là. Mais ça finira par arriver. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, EigenLayer, on va retourner dessus, ça a dépassé les 2 milliards. La dernière fois qu'on en a parlé, on en a parlé il y a une semaine, donc il n'y a pas très longtemps. On était à 1,9 milliard, là on est à 2,65 milliards. 165 milliards. Donc on a quand même une belle progression, on a plus 10% dans la semaine. Donc on sera forcément, possiblement à 5 milliards, 10 milliards dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Comment voulez-vous qu'un protocole dise non, ce liquid restaking token, on ne le prend pas, et du coup laisse à ses concurrents la place pour ses actifs. Donc forcément, ils vont arriver. Mais les risques de systémique, pour moi, ils sont importants. Ils sont sous-estimés actuellement. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, je reste persuadé, j'en suis un peu triste, et j'espère avoir tort, que la raison du prochain bear market, elle est là. Hein.
Et juste une question, parce que j'ai pas la réponse. Est-ce qu'en tant que risk taker, tu peux choisir sur quel protocole Non. vont finir tes Ethers? Non. Ah ben, le problème, il est là. Parce que Enfin, si... non. Là, je parle de Liquid Restaking Token. C'est-à-dire que si tu es chez Kelp, si tu es chez Etherfi, si tu es chez Pufferfi, là j'en cite 3, comme ça on va pas dire que je chill un token plutôt qu'un autre, bah, tu prends juste un token comme tu achètes du STL, quoi. Donc, c'est pas toi qui décides. Ouais, ben ça, tu vois, le risque, en fait, il est là. C'est-à-dire que si tu peux, en tant que risk taker, choisir où tes Ethers, quel protocole ils vont backer, là, à la rigueur, tu peux avoir une étude critique de là où tu vas mettre, parce que d'un autre côté, c'est bien gentil de Bah, tu protéger peux le contre ce risque pour récupérer des tokens, mais en vrai, il y a des gens qui sont pas d'accord pour poser des Ethers et dire bah ok, je vous assure, et récupérer un shitcoin de l'espace. On dirait non, sauf si on le sait pas, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, oui, c'est à risque. Parce que si on commence à assurer tout et n'importe quoi, ça va de toute façon mal finir. Alors là, clairement, il n'y a aucun. Et c'est pour ça qu'il faut faire un. J'ai été un peu vite dans mes explications la semaine dernière. Il faut bien distinguer les Liquid Restaking Protocol et EigenLayer lui-même. On peut avoir une certaine granularité quand on est un restaker chez EigenLayer. C'est moins le cas quand on est dans un restaking protocole, puisque quand on est dans un LRT, tu vois, quand tu es chez Lido, c'est pas toi qui fais les blocs, c'est Lido qui fait les blocs. Toi, tu as juste mis tes Ethers chez Lido. Quand tu es chez Kelp, c'est Kelp qui restake à ta place. Tu vois, toi, tu as juste donné tes Ethers à Kelp ou à Etherfi ou etc. Donc, il faudra choisir le bon restaker. Mais en même temps, ces restakers vont être en forte concurrence entre eux. Donc, ils vont tous, et ils le font déjà, créer leur shitcoin et te faire des airdrops et des points pour que tu déposes chez eux. Mais à un moment ou à un autre, il faudra se battre sur du revenu réel. Sauf que le revenu réel, tu l'as comment? En acceptant plus de risques que les autres. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. D'ailleurs, en parlant de staking, j'avais une question, tu auras certainement la réponse. Quand on stake sur Kiln, tu sais, il te propose de staker soit en pool à partir de 1 Ether ou que sais-je, et sinon d'avoir ton solo node à 32 Ethers. Je me posais la question, au-delà du rendement qui est un peu plus haut que quand tu es en pool, est-ce qu'il te donne aussi, du coup, comme tu as un nœud à 32 Ethers, le bloc si jamais tu en trouves un, ou est-ce que c'est partagé aussi, c'est mutualisé? Je me suis posé la question. Alors, j'ai pas la réponse sur Kiln Ouais. précisément, mais j'ai la réponse par exemple chez Rocketpool qui fait ça ou chez Stader qui fait ça, puisque je stake avec les deux. Ok. Et en fait, tu as le choix. En fait, tu as le concept de smoothing pool, donc une pool de mise en commun, où en fait, soit tu gardes tes blocs pour toi-même, et si tu as un gros bloc, bah, tant mieux pour toi, et si tu as des blocs pourris, bah, tant pis pour ta gueule. Ou alors, tu mines en commun, enfin, tu stakes en commun avec Ouais, les autres, tu partages avec tout le monde. et tu partages. Et en fait, dans le mining, pour ceux qui ont connu le proof of work, c'était exactement la même chose. La plupart des mining pools, de toute façon, c'était impossible de trouver un bloc tout seul, enfin, sauf si on avait une chance incroyable ou alors qu'on était un énorme mineur. Et du coup, il y avait des mining pools, et les mining pools avaient souvent ce concept de price per share, où selon les preuves de travail que tu apportais, bah, tu avais un certain pourcentage, mais du coup, tu te réveillais jamais un matin avec 10 bitcoins de frais dans ton truc. Voilà, tout était partagé pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent l'une ou l'autre option. Mathématiquement, sur une échelle de temps suffisamment longue et sur suffisamment d'Ethers stakés, c'est les mêmes, l'option 1 et 2. Dans la réalité, on n'est pas tous des elfes, donc on n'a pas une espérance de vie infinie et on n'est pas tous Picsou, donc on n'a pas une fortune infinie. Donc voilà, c'est lisser les choses, ça permet que la chance soit pas forcément contre nous. Il n'y avait pas l'histoire d'un gars, je sais plus si c'était sur notre Discord ou s'il avait partagé un truc où il n'avait pas eu de bloc pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'il devait en trouver un à l'origine, parce qu'on arrive à peu près à savoir tous les combien théoriquement, au niveau de la théorie des jeux, on devrait avoir un bloc. Et après, je crois qu'il en avait eu 2 à une semaine d'intervalle ou un truc comme ça, justement au moment où Ether était en train de bien returbiner et il s'était pris un bloc à 8 ou 10 Ethers, un truc dans ce style. Enfin, il était refait comme jamais, quoi, derrière. Ouais, exactement. Et ça peut être assez énorme, ouais. Ouais.
Ça, il y a des fois, tu gagnes, il y a des fois, tu Donc, ouais, gagnes. clairement, j'étais en train de m'intéresser au sujet, mais tu vois, je savais pas que Rocket Pool le proposait aussi. Stader aussi. J'ai pas tout creusé, mais je trouve ça plutôt cool de pouvoir éventuellement, au-delà de quand on a un nœud à la maison en physique, avoir comme ça des petites délégations et de pouvoir potentiellement avoir soit le reward pour toi, comme tu disais, soit un truc mutualisé. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi. Ouais, moi, j'opte pour mutualiser, personnellement, parce que je suis pas particulièrement chanceux, mais chacun fait comme il veut. Ça parlait de communisme dans le chat. Alors, du communisme, je n'irai pas jusque-là, les amis, comment dire. De la mise en commun. Mais oui, en vrai, c'est de la socialisation. Sociabilisation. Non, pas sociabilisation. Enfin, il y a du socialisme, voilà. Mais bon, on n'ira pas jusque-là quand même. En anglais, c'est le terme. Ouais, Est-ce que vous avez, puisqu'il y a Lido à l'écran là, est-ce que vous en avez eu ou est-ce que vous projetez d'en avoir du token Lido? Parce que c'est un truc que je regarde depuis qu'il était 3 fois inférieur au prix actuel, le token en tant que tel. Je me suis dit, t'attends le retracement, t'attends ci, t'attends là, et même quand il avait beaucoup perdu au final, je suis complètement passé à côté parce qu'on n'est pas tout le temps en train de surveiller tout. Et c'est pour ça aussi que des fois, il vaut mieux se mettre des alertes de prix sur les trucs qu'on consulte, entre guillemets. Mais voilà, Ouais, j'avais toujours cette question de me dire, on sait que Lido fonctionne très bien au niveau de ce qu'il propose et tout ça, mais est-ce que son token en tant que tel est voué à s'apprécier? Est-ce qu'il a une véritable utilité au sein de l'écosystème de Lido? Je me suis toujours posé pas mal de questions par rapport à tout ça. Eh ben, les amis, moi, Lido, c'est un super protocole. Il y en a qui critiquent parce qu'ils sont trop gros. Genre, vraiment, les gens les critiquent parce qu'ils ont trop de succès. Mais bon, il y a des bonnes raisons, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont très gros dans le staking d'Ethereum. C'est un excellent protocole en termes de qualité de ce que c'est. 2, en termes de revenus, c'est gigantesque. Donc là, on voit 86 millions de dollars de revenus annuels. C'est gigantesque, hein. C'est le deuxième protocole le plus rentable de toute la finance décentralisée après MakerDAO. Je crois que MakerDAO est légèrement au-dessus à 90 millions par an ou un truc comme ça. Sur le market cap qui est pas si énorme, 2,4 milliards. Alors c'est beaucoup d'argent, hein, 2,4 milliards, mais tu as des layer 1 shitcoins qui valent beaucoup plus que ça, voire des mêmes coins qui valent plus que ça. Mais il y a un mais, le token c'est un shitcoin absolu, c'est un token de gouvernance. Vous aurez des ricains, donc vous aurez jamais les filles qui iront au token. Il sert à quoi la gouvernance? De toute façon, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est décentralisé, mais vous n'avez pas vraiment de décision à prendre. Donc voilà, protocole excellent, token shitcoin. C'est mon analyse et c'est pour ça que je possède 0 Lido. C'est dommage, hein, parce que c'est un super protocole, mais ça me bloque sur l'achat du token parce que le token est un shitcoin absolu pour moi. J'ai pas vu les unlocks aussi sur Lido, parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui doivent arriver, mais je suis un peu comme toi. Moi, les Lido que j'ai eu, c'est en règle générale des Lido que j'ai farmés, mais effectivement, je confirme que la tokenomics, c'est du caca. Et pour avoir vu pas mal de tokenomics faites par des équipes ricaines, notamment, je me rappelle à l'époque, c'est la même chose qu'Uni. J'avais étudié Uni, j'avais étudié Euler, tu vois, tous ces genres de protocoles-là, où au final, l'idée, c'est que en fait, on n'est pas dans le. Enfin, tu parlais de socialisme tout à l'heure, bah, c'est pas ça. En fait, le token, il ne sert pas à vous distribuer l'argent. Nous, on fait une boîte, on fait un. Non, ils vendent 2 fois. Et on prend l'oseille. Ça, c'est ce que j'appelle la A16D. C'est vraiment l'école A16D, c'est-à-dire qu'ils vendent leur protocole 2 fois. C'est vraiment des génies du marketing. Les Américains, ils sont vraiment plus forts que nous en Europe. C'est-à-dire qu'ils vont lever des fonds pour une boîte. Donc, Uniswap Lab a levé des fonds auprès d'investisseurs, hein, très clairement. Ensuite, ils vont faire un airdrop ou faire du liquidity mining pour distribuer un shitcoin qui vaut rien, qu'ils ont eu gratuitement. Ils vont se garder 90% du supply. Et après, ils vont vous le dumper sur la gueule progressivement au fur et à mesure des années. Mais par contre, quand le protocole va avoir du succès et va générer des fees, ces fees vont aller à l'entreprise, pas au token. Et du coup, en fait, ils gagnent 2 fois. Ils gardent le revenu, ils gardent 100% des equity de leur entreprise,
le token, ils peuvent vous le vendre sur la gueule et vous êtes content de l'acheter sur les marchés secondaires. Donc, ils ont vendu leur boîte une fois, deux fois, et en plus, ils gardent le revenu sur la première boîte. Donc, on a Lido qui est comme ça, on a Compound qui est aussi et 60T. Je citerai pas des Français, mais je le pense très fort, qui est aussi ex-60T et qui fait exactement la même chose. Donc, voilà. Pour moi, c'est un piège à con. Mais attention, ça ne veut pas dire que les protocoles sont pas bien. Uniswap, ça fait partie des meilleurs protocoles du protocole. Lido, c'est absolument exceptionnel en tant que protocole. C'est juste que pourquoi acheter le token? Vraiment, je n'arrive pas à me convaincre d'acheter le token. Après, ça soulève aussi une autre question qui est un peu plus profonde. C'est au niveau des tokens de DAO. Est-ce que c'est pas un modèle qui est en l'état voué à l'échec s'il ne se remanie pas de l'intérieur? Quel est l'intérêt d'acheter le token de DAO en fait? Si c'est juste un token de DAO et que tu n'as pas accès. Parce que tu pourrais dire, il y a des gens qui pourraient troller et dire, mais mec, AV, c'est la même chose. Parce qu'effectivement, AV, tu n'as pas les revenus du protocole. Excuse-moi, mais les revenus du protocole, déjà, ils existent. Parce que la première chose, c'est qu'il faut que le protocole génère un revenu. Aujourd'hui, Uniswap n'a jamais gagné le moindre dollar. Uniswap, le protocole Uniswap n'a jamais gagné le moindre dollar. Il y a d'autres que j'ai cités, je les ai vus sur le chat, donc vous voyez de qui je parle, ils n'ont jamais généré le moindre dollar. Donc même si demain ils se disaient, allez, on active le fee switch et on va donner des trucs, tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, la trésorerie, elle a accumulé zéro. Donc ils commencent à partir de zéro à ce moment-là. Donc avant d'accumuler une trésorerie et de commencer à payer une équipe, des services providers et éventuellement un safety module comme sur AV ou des token holders, va y avoir du chemin. Hein. Il va falloir les accumuler, les millions, avant de pouvoir les dépenser. Et ça pour l'instant, on n'en est pas là. C'est une différence de pensée, hein. Tu as vu, Marc, c'est penser les protocoles comme une vraie DAO, entre guillemets, c'est-à-dire, on va dire, une société un peu acéphale, même si on a un board qui est représenté par les token holders, ou avec plusieurs petites têtes ou plus ou moins gros holders, et puis des boîtes, et puis des protocoles qui sont pensés en fait comme des entreprises, et en fait qui fournissent un service, et où là, effectivement, on peut être amené à se demander pourquoi il y a un token qui est sur le marché, alors qu'on a l'exemple de protocoles, je peux citer par exemple, on l'a déjà cité plein de fois, mais DeFiSaver, où eux, ils prennent l'oseille, mais il n'y a pas de token. Donc voilà, c'est clair et net, quoi. On vous fournit un service, vous l'utilisez, on prend un cut pour nous rémunérer sur le service qu'on vous fournit. Merci, au revoir, à la prochaine. Et c'est 100% légal de faire ça. Et en fait, c'est 100% légal de faire ça. Tu fais une entreprise, tu fournis un service, ce service est payant, tu prends la thune et c'est où. Moi, ce que je reproche, c'est de vendre 2 fois ta boîte. Si tu vends une fois ta boîte à des investisseurs, tu prends le revenu sur cette boîte-là et tu revends une deuxième fois ta boîte en créant un token et en le vendant aux gens, en disant hey, les gars, on va faire une DAO et vous allez tous participer, on va se serrer la main et faire des câlins aux arbres. Sauf que en vrai, c'est la team qui a tout le pouvoir de décision et votre DAO, elle est sur Snapshot et elle dit est-ce que le site il devrait être vert ou bleu demain. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Si la DAO, elle n'a pas un vrai pouvoir de contrôle, sur la thune, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire le protocole, il va où? Il va dans une trésorerie qui est on-chain et qui est contrôlée par les gens qui ont le token, et aussi les gens qui ont le token, ils peuvent décider de virer la team du jour au lendemain. C'est-à-dire que demain, moi, si là, en mai, je crois que c'est le renouvellement de la Betcha Initiative, les gens votent pas pour mon renouvellement, c'est ciao, bye bye. Hein. C'est je vais au Pôle emploi. Et mon entreprise, il y a 7 salariés maintenant, c'est ciao, bye bye, on va au Pôle emploi. En vrai, on a un petit peu de trésorerie, donc on tiendra un peu, on pourra essayer de voir si on peut se reconvertir à faire d'autres choses. Mais en soi, les token holders, ils ont le droit de vie ou de mort sur toute personne qui travaille sur AV aujourd'hui. Pourquoi? Parce que AV, c'est une vraie DAO. Maintenant, fais la même chose, essaye de virer quelqu'un sur une autre DAO. Et c'est ça le truc, c'est que c'est une DAO, enfin, si on ne peut pas te virer, c'est pas une DAO. Enfin, s'il y a quelqu'un qui présente un projet et qui dit mon projet c'est une DAO et que les gens ils disent les token holders est-ce qu'ils ont le droit de te virer? La réponse est non, c'est pas une DAO. Et va te faire voir. T'es juste en train de vendre une deuxième fois ta boîte. Tu as vendu ta boîte à des investisseurs et tu essayes de vendre sur les gens ta boîte une deuxième fois. Et ça, c'est pas acceptable.
Après, on ne condamnera pas tout le monde avant d'avoir vu, mais c'est clair que les exemples qu'on donnait, comme Uniswap, etc., c'est clairement le cas. Donc voilà, Lido, etc. Faites attention avec les tokens. Et ça fait aussi partie voilà, de ce qu'il faut rechercher quand vous voulez investir sérieusement sur quelque chose, en plus de ce qu'on vous a déjà dit par rapport au nombre de tokens, au market cap, à la liquidity value, aux unlocks, etc. C'est la jungle, c'est compliqué d'y aller. Alors effectivement, je comprends que des fois, ce soit plus simple de s'en remettre à des vendeurs de rêves qui vont vous dire, mais achetez ça, de toute façon, ça va faire x10 et c'est tranquille. Mais en soi, l'investissement, au bout du compte, ça reste quand même compliqué. Ouais, très clairement. Et puis, il n'y a pas de bonne réponse. Et il y a des trucs pourris qui feront x10. Et ça, il faut l'accepter. Il faut retirer ce biais du monde juste. Et ça, c'est un biais qui est très important. Et c'est malheureusement, on vit un peu dans l'enchantement du monde. Et à un moment, on se prend suffisamment de tôle pour sortir de ça. Mais c'est pas les meilleurs qui gagnent à chaque fois. C'est pas les protocoles les plus qualitatifs qui vont être les numéros 1. Et c'est pas les tokens qui ont le plus de fondamentaux qui vont le plus performer. Et ça, il faut l'accepter. Et il faut accepter qu'en tant qu'investisseur, toutes les devoirs que vous faites, toutes les recherches que vous faites, elles vont juste influer sur les probabilités. Elles vont jouer un tout petit peu sur les probabilités. C'est-à-dire que si vous investissez sur quelque chose qui a des fondamentaux, la chance que ça va à zéro va être plus faible que quelque chose qui n'a pas de fondamentaux. Mais les deux peuvent aller à zéro sans problème. Et le truc, c'est que le truc qui n'a pas de fondamentaux, la probabilité que ça explose pas, elle est plus élevée. Mais peut-être que ce truc qui n'a pas de fondamentaux, il va faire x10 ou x100. Et le mec qui est débile à côté de vous et que vous soi-disant méprisez, peut-être qu'il va vous surperformer et qu'il va avoir un portfolio 10 fois plus important que le vôtre parce que le mec, il ne s'est pas posé de questions. Au lieu de faire ses devoirs, il ne s'est pas posé de questions, il a suivi les hypes, il a eu un peu de chance et ça s'est bien passé pour lui. Et ça, c'est une réalité, il faut l'accepter et on n'est pas mieux que les autres et chacun a son profil d'investissement et il faut prendre ses décisions et être en accord avec soi-même. Et tant que vous êtes en accord avec vous-même, ça ira de toute façon. Ah, mais tu vois, j'en parlais aujourd'hui, mais avec un pote, et on disait, tu vois, Bitcoin, il a bien performé, etc. Les alts, il y a des alts qui ont fait des beaux mouvements de prix, etc. Mais en vrai, c'est pas vraiment parti. Quand tu regardes des tokens un peu sérieux, là, j'ai vu passer, donc tu parlais d'AAV. Bon, AAV, il est même pas à x2 de son bottom. Le CRV, il est nulle part. Je le voyais dans le chat, etc. Il y a pas mal de tokens au final qui ont assez sous-performé. Ceux qui sont détenteurs d'alt, il est quand même beaucoup plus haut le CRV que les gens disaient il y a 6 mois. Puisque je te rappelle, il y a 6 mois, sur les réseaux sociaux, le CRV, c'était la fin. Mitch allait se faire liquider. C'était la dette spirale tout zéro, etc. Mais il est pas loin de son all-time low, tu vois. Le all-time low, je sais pas, il doit être à 32 centimes, 30 centimes, un truc comme ça. Là, ça vaut combien un CRV là? 50 centimes, un truc comme ça, un petit peu moins, je pense. Écoute, ça vaut. Après, la différence, c'est que moi, pour être un holder de CRV, j'ai gardé mes CRV et mes CRV, ça fait 1 an et demi qu'ils me rapportent toutes les 30%, toutes les 2 semaines. Moi, ça me rapporte du 30%, 40%, un truc comme ça. Donc, c'est pas non plus dégueu et ça permet un peu d'avaler, entre guillemets, la pilule, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était aussi pour dire qu'il y a plein de, je vois dans le chat, il y a trop de planches à billets sur CRV et tout. Effectivement, il y a plein de choses à critiquer en règle générale. Clairement. On pourrait retourner le problème dans tous les sens. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour juste illustrer le fait que ce que tu disais, que peut-être que vous avez gardé vos AV, vos CRV, vos Lido, etc., et que vous attendez tout ça, alors que votre pote, lui, il a mis un billet sur Shitcoin 2000, il a mis 200 balles, il a sorti 20 000 balles et il a fait plus d'argent que vous qui attendez depuis 1 an. Mais c'est les risques. Il ne faut pas se comparer, les amis. Il ne faut surtout pas se comparer parce que vous n'avez pas les mêmes trajectoires de vie. Si vous êtes un investisseur à long terme, analysez vos résultats sur le long terme.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est une vraie réalité d'investisseur. Bon, on va continuer de vous parler un petit peu de défis. Si vous voulez faire vos devoirs, je ne sais plus si je l'ai mis en avant dans l'émission, donc je le remets en avant sur l'émission. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas de token, il n'y aura pas de airdrop du coup non plus, mais c'est de la pure ressource d'information. Si vous... Je l'ai mis dans l'émission, j'en ai parlé avant, Manu, ou pas? X23. Je ça crois te dit pas. rien? Non, ça te dit rien? Ok. Et je vais aller voir, mais ça X23, donc c'est un truc. X23.ai, donc comme intelligence artificielle. Et en fait, c'est quelqu'un qui a développé, c'est un développeur tout seul, hein, et c'est open source, qui a développé une intelligence artificielle spécialisée. Il lui a fait bouffer toute la défi, toutes les documentations, les GitHub, etc., pour lire les forums de gouvernance et lire les GitHub des projets les plus importants. Il y a tous les protocoles qui sont vraiment intéressants. Donc, vous avez AV, mais Arbitrum, Balancer, Celestia, DYDX, INS, Ethereum, etc. Et ça va vous faire un rapport de toutes les propositions de gouvernance. Donc, on va cliquer sur AV, par exemple. Et sur AV, on a les propositions de gouvernance qui sont les plus intéressantes. S'il y en a des controversiales qui ont fait beaucoup de réactions, on va avoir des trucs. Tous les jours, vous allez avoir un digest. On va vous dire un petit peu ce qui s'est passé sur la journée, les différentes propositions, les discussions. Est-ce que, je vais prendre n'importe laquelle, disons, voilà, le truc, parce que comme ça, on va parler de airdrop aussi. Ça, une proposition que j'ai écrite, qui est un temperature check. On va avoir... Parce que moi, vous me connaissez, si vous êtes déjà allé sur le forum, j'écris des tartines de texte. Donc, parfois, c'est un petit peu touffu et il y a beaucoup de choses à lire et écrire. Là, vous allez avoir un petit résumé en quelques lignes, en 3 lignes. Vous allez avoir un résumé un petit peu plus long, les réactions de la communauté, les points positifs, les points négatifs, avec à chaque fois les noms. Donc, si vous connaissez un petit peu la gouvernance, les acteurs, etc., vous allez reconnaître des noms. Vous allez dire, ah oui, celui-là, il n'est pas d'accord. Et généralement, il dit des trucs pas trop cons. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça. Et ce qui est censé se passer après. Donc, vous avez ça sur tous les protocoles. Je vous dis, les amis, et vraiment, je suis extrêmement sérieux là-dessus. Si vous prenez l'habitude le matin, en buvant votre café, 10 à 15 minutes, de lire x23.ia, vous superformez 99% des gens dans la connaissance de l'écosystème. Et vous faites ça 10 minutes. Hein. Vous passez 1 minute à regarder, OK, il s'est passé quoi aujourd'hui sur AV? OK, il s'est passé quoi aujourd'hui sur Celestia? OK, il s'est passé quoi aujourd'hui sur DYDX? Ça va vous prendre 5 à 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les protocoles. Si vous vous en foutez de Lido, vous ne regardez pas Lido. Si vous en foutez de Rocket Pool ou The Graph, vous ne regardez pas cela. Vous regardez les trucs qui vous intéressent et vous faites. Et si vous le faites tous les jours, en fait, il n'y a pas non plus... voilà, sur Balancer, il y a ces 2 trucs-là. Donc, voilà ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures sur Balancer. Donc, il n'y a pas non plus des tartines à lire à chaque fois. Et si ça ne vous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, bah, je ne le lis pas, je ne clique pas dessus. Mais si vous prenez l'habitude tous les matins de consulter ce site pendant 10 minutes, je pense que d'ici 3 mois, vous faites partie de l'élite de l'écosystème en termes de connaissance de ce qui se passe dans la finance décentralisée, sur les GitHub, etc. Sachant que vous n'avez pas forcément besoin d'être développeur. C'est expliqué avec des mots simples, c'est en anglais, et vous allez prendre une avance et un niveau en termes de vitesse qui est difficile à rattraper par les autres. Ça ne veut pas vous rendre plus intelligent que les autres, ça va pas vous rendre, mais ça va vous rendre mieux informé que les autres. Et en fait, l'information, vous allez la trouver là, d'abord, et des semaines plus tard parfois, au moins des jours plus tard, mais parfois des semaines plus tard sur Crypto Twitter. Parce que très souvent, les choses se discutent sur les forums et après, c'est repris sur les réseaux sociaux une fois que ça a été voté, une fois que ça a été mis en place ou qu'il y a des journalistes qui ont pris les choses. Là, vous êtes au cœur de l'information et à la source de l'information des choses les plus importantes dans la finance décentralisée et dans les développements de l'IR1. Donc, vraiment, c'est un gros conseil que je vous donne. C'est 100% gratuit. A priori, ce sera toujours gratuit, c'est open source. Enfin, je ne sais pas s'ils ont un business model, mais c'est un seul développeur qui s'est fait un kiff. Et pour moi, c'est l'une des meilleures ressources que j'ai trouvées cette année. Oui, ça ressemble un peu aux IA que tu mets dans les réunions Zoom ou les choses comme ça qui vont te faire en fait des résumés automatiques de ce qui a été dit. Donc là, c'est sur du verbal. Là, l'avantage, c'est que c'est sur de l'écrit. Et c'est vrai que bah, là, ce dont tu vas, à mon avis, parler juste après, la mérite, c'est vrai que j'ai
j'ai scrollé sur mon écran pour voir un peu ce que tu racontais, quelles étaient les discussions, etc. machin. Et en fait, je suis allé tester ça parce que c'était aussi, je l'ai trouvé sur Twitter au même moment. Et en vrai, c'est vrai que c'était beaucoup plus digeste que ce que tu es en train de montrer, quoi. Ou c'est pas très très long, mais quand tu vois après et que tu veux regarder les pour, les contre, là en fait tout est classé entre guillemets et ça simplifie un petit peu les choses parce que tu vois on est obligé de citer les passages, etc. Et toute cette discussion, au final, Voilà, c'est 19 messages qui se sont répartis sur plus d'une semaine. Et ben là, vous avez tout condensé ici et vous avez juste les informations qui sont importantes. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, je vous conseille pas, et même moi, je le fais pas, de tout lire. Vous n'allez pas lire toutes les propositions sur tous les protocoles. Personne fait ça. Personne est taré pour faire ça ou a le temps de faire ça. Enfin, certains le font et ils ont tout mon respect, mais il faut être vraiment dans votre pote. Mais en fait, vous avez ce précondensé d'informations qui vous dit ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Ok, j'en ai plus, je clique et j'arrive sur cette page-là. Ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. Je clique et là, je vais voir l'information à la source. Et en fait, ça va vous permettre de préfiltrer les choses, ce qui vous permet aussi de la plupart du temps, de dire bon, c'est pas une information qui m'intéresse, je passe à autre chose. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important et intéressant. Donc, on parle de mérite, on vous explique ce que c'est. Allez, vas-y. Eh ben, mérite, ça fait 3 ans que vous me dites sur Discord et sur le Twitch when airdrop. Eh ben, no airdrop. Donc, AV se met à faire des airdrops, c'est officiel. Donc là, c'est pas des fake trucs que vous trouvez sur les réseaux sociaux, c'est une vraie discussion qui a lieu sur le forum de gouvernance d'AV. Et en fait, on part du principe qu'on met en avant ce qu'on appelle l'alignement par à AV. C'est que les actions des utilisateurs qui sont les plus bénéficiables à la DAO et au protocole et à son revenu vont être récompensés directement en AV token et en Go token, qui sont le stablecoin. Donc nous, on ne fait pas des airdrops de points comme les autres, on ne fait pas des tokens non transférables qui n'ont pas forcément de valeur, qui ont la valeur qu'on leur donne. Non, nous, on fait des vrais actifs qui ont de la valeur directement et qui sont échangeables sur les marchés immédiatement. Donc en stake AV et en Go, qui est généralement les actifs qu'on met. Donc là, les actions qu'on propose de récompenser, c'est si on dépose des liquid staking tokens et qu'on emprunte de l'Ether, avec ou sans e-mode. Si on dépose du SDAI, qui est du DAI dans le DSR de MakerDAO, et qu'on emprunte du Go, si on dépose de l'USDC ou de l'USDT et qu'on emprunte du Go, ou si on dépose du AV et qu'on emprunte du Go. Si on fait une de ces actions, on sera valide pour de la récompense, et ce sera les actions qu'on va observer dans les utilisateurs d'AV qui seront éventuellement récompensés. Et en fait, au lieu de faire du liquidity mining à chaque bloc, on va faire des snapshots et donc des airdrops qui sont périodiques. On va observer les utilisateurs sur une période de temps. Ils vont accumuler des points, entre guillemets, mais ces points vont être un multiplicateur qui vont discerner et comme un classement, vont distribuer les récompenses par rapport aux actions des utilisateurs. Ce qui fait qu'un utilisateur qui a des actions et des multiplicateurs, même s'il a la même somme dans AV qu'un autre qui fait des actions qui sont moins valorisées pour AV, eh ben, il va avoir un airdrop qui est plus important qu'un autre. Et ces multiplicateurs, c'est soit des boosters, soit des diluteurs. Donc, il y a des actions qu'on considère que pour le protocole qui sont bénéfiques. Donc, par exemple, si on est un utilisateur d'AV et qu'on est aussi un staker, on va avoir un bonus, on va avoir un booster. Si on participe dans la gouvernance, directement ou en déléguant, on va avoir un bonus. Si on utilise AV directement, ou un protocole qui est aligné avec AV, on va avoir un bonus. Et si on a migré d'un autre protocole, donc par exemple de Spark vers AV ou de Compound vers AV récemment, on va avoir un bonus. Et pareil, si on utilise d'autres actions, donc si on a des AV depuis longtemps, si on stake depuis longtemps, si on a participé, on a voté il y a longtemps dans la DAO, tout ça, ça va nous permettre d'avoir des multiplicateurs. On va avoir aussi des diluteurs. Donc, il y a des actions qui sont moins valorisées par le protocole et qui, du coup, vont voir leur airdrop soit augmenter moins vite, soit être complètement enlevé. Donc, il y a certains acteurs, certains utilisateurs, parce qu'ils font certaines actions, qui vont avoir 0 airdrop. Donc, il y a les utilisateurs de protocoles non alignés
Il y a les gens qui dumpent leur airdrop de la semaine dernière à 100%. Et donc, il va y avoir des thresholds, des paliers. Et il y a les gens qui votent pas du tout et qui participent pas du tout à la gouvernance, qui disent ouais, la DAO, moi j'en ai rien à faire et j'ai du AV, mais j'ai pas du tout envie de participer. Ce qui fait qu'on arrive dans une situation où les utilisateurs vont avoir des rendements qui sont légèrement différents. Tous les utilisateurs d'AV vont avoir le même rendement de base puisque le protocole reste sans permission. Mais par contre, certains qui font certaines actions vont avoir des airdrops en plus de leur rendement d'AV. Et donc voilà, ça c'est en discussion. Et les protocoles non alignés, c'est toute la gamme Morpho et Spark. Donc, si vous êtes l'utilisateur de ces protocoles, vous pouvez avoir le bonus de migration. Si vous quittez ces protocoles et que vous rejoignez AV, vous pouvez avoir le bonus. Si vous continuez à utiliser ces protocoles, vous n'aurez aucun airdrop sur AV dans le cadre de Merit. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Et ça, c'est le truc le plus important. Personne n'a cramé, mais c'est quand même le plus important. C'est quand est-ce qu'on a commencé à observer l'utilisateur, les utilisateurs d'AV et leur comportement, et donc les compteurs de points commencent à tourner. Et ben, c'est le bloc de la publication de ce TomCheck, donc depuis le 6 jours. Donc ça fait 6 jours que vous êtes en train d'accumuler des points sans le savoir, les amis, si c'est voté. Bien sûr, AV, c'est une DAO, donc ça, c'est une proposition. Et actuellement, on est en snapshot. Donc, ça vient d'être publié et le vote va commencer demain. Mais si c'est voté, eh ben, ce sera mis en place dans les prochaines semaines. Mais vous êtes déjà en train, sans le savoir, d'accumuler des points si c'est voté et que c'est approuvé par la DAO. Si c'est des points, on est content quand même. C'est des points, mais cette fois, c'est des points qui se transforment en vrai reward. Non, mais pour ceux qui nous ont écoutés et qui ne sont pas allés sur Eigenlayer parce qu'on leur a fait un peu peur ou ils n'ont pas tenté, etc., ils voyaient les points leur passer sous le nez. Peut-être ils ont eu quelques points avec Rabi, mais bon, c'était pas encore ça. Là, il y a moyen de s'en rattraper. C'est que sur Ether. Il y a eu beaucoup de questions qui sont demandées. Pour l'instant, c'est que sur Ethereum Layer 1. Parce qu'on attend le Crush and Go. Parce qu'il y a le Crush and Go qui arrive. Et donc, activation de Merit sur les Layer 2 quand on aura du Go sur les Layer 2, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il faut bien commencer quelque part et commencer là où il y a le plus de liquidité, c'est là où ça fait le plus sens. Mais Layer 2, oui, c'est prévu, mais ce sera au vote après, donc pour la prochaine session de Merit. La première session de Merit, elle est que sur les Layer 1. Par contre, si vous avez du AV staké et que vous n'avez rien de déposé, bah, déposez au moins $, enfin, déposez un petit peu sur le protocole, puisque vous accumulerez quand même des récompenses par le simple fait d'être staker. Donc, vous faites ce que vous voulez de votre argent, hein, si vous ne voulez pas le faire. En tout cas, je vous dis que ça existe, quoi. Je réponds vite fait à la question de Pata Coin qui dit les AV distribués sont mintés pour l'occasion. Il n'y a pas de minting de AV, ils ont déjà tous été mintés. Il doit en rester peut-être 1 million et quelques sur le safety. 1,5 million, un petit peu moins d'1,5 million. Ce qui est quand même pas mal, hein, ça fait beaucoup d'argent. C'est ça sur la réserve, mais au final, c'est ceux-là qui sortent. Il n'y a pas d'augmentation du supply avec ça. Hein. Non, c'est le supply d'AV fixe, il y a 16 millions d'AV. Il y en avait 3 millions qui étaient réservés à ces incentives. Donc là, ça fait 2 ans et demi qu'on utilise ces incentives pour le safety module. Et il nous reste 1 an et demi, plus d'1 an et demi d'incentives, pareil, dans le écosystème reward. On a entre 1 et 1,5 million. Je n'ai pas la réponse exacte. Pourquoi je n'ai pas la réponse exacte? On est sur la blockchain, donc on peut avoir le nombre de AV. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas claimé leur AV. Et on pourrait avoir la réponse, on pourrait choper toutes les adresses et regarder qui a le clémé, mais moi j'ai pas fait ce truc-là. Donc quand vous regardez le nombre d'AV sur ce contrat, la réalité est un peu plus petite. Vous pouvez retirer un petit peu d'AV. On est entre 1 et 1,5 million. J'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces eaux-là. De quoi plus d'un an, même avec mérite, plus d'un an. J'ai vu passer sur beaucoup de questions sur beaucoup de gens qui te félicitaient pour les points Rabi, Marc. Je regardais là, tu es encore number one. Oui. À 55 000 points. Donc le deuxième est à 49 000 points. Je pense que tu as plié le game, mais c'est pour ça qu'il faut voter pour Manu. Hein. Faut arrêter de donner de l'argent à Marc. Le référal, Manu. Moi, je vous donnerai des points aussi, des bons points. Les prochaines émissions, ce sera une image pour tous ceux qui ont voté au bout de 10 bons points.
Ne vous inquiétez pas, on va se mettre bien. Tu me fais une bonne transition sur la délégation, puisque l'ACI, on a un nouveau site, donc c'est avechan.com. Là, c'est le site de test, donc je vais sur le vrai, c'est le même aussi. Et ça permet de retrouver un petit peu nos ressources. Et donc, si vous voulez déléguer, par exemple, pour soutenir ce qu'on fait et le travail qu'on fait sur AV, vous avez une application qui le fait en un seul clic. Donc, on peut faire là et puis on peut déléguer directement, ce qui permet de le faire sans se prendre la tête. Beaucoup de gens disent c'est quoi ton adresse, etc. Vous prenez pas la tête. Je salue tout ce que vous voyez à partir de cette section. C'est Martin, qui est un membre de la communauté, qui l'a fait et qui a été recruté très récemment en tant que front-end engineer à la Avechan Initiative. Et il fait du super boulot. Donc, je le mets en avant. Voilà, ça fait une semaine qu'il bosse pour nous. Enfin, un peu plus maintenant. Il est dans sa 2e semaine. Et il fait du super boulot. Donc, c'est assez cool. Donc voilà, si vous voulez déléguer, ça c'est pour les gens qui travaillent pour la DAO, donc qui sont rémunérés au lieu d'interagir avec les smart contracts, etc. Ça c'est pour traquer un petit peu les délégués dans la DAO, voir qui vote pas, quels sont les pouvoirs de vote. Donc là, on peut voir que l'ACI a voté sur 100% des propositions. En même temps, c'est notre boulot, donc heureusement qu'on bosse. Mais en même temps, quand on voit les députés, ils n'ont pas forcément de 100% de participation, mais nous, on prend notre boulot un petit peu au sérieux. On voit notre pouvoir de vote. On voit qu'il y a d'autres plateformes de délégation qui existent sur le truc. Et on voit qu'il y en a qui votent un petit peu moins que les autres. Mais bon... En général, lui, il est un petit peu très en dessous, mais en général, le deuxième plus mauvais, il est à 65%, donc c'est pas si mal sur les gens qui sont représentés. Et moi aussi, je fais un système de points. Mais ça, c'est l'ACI, donc c'est pas avec AV. Mais c'est pas des points, il n'y aura pas de token. Donc désolé, c'est des points pour ceci que je mets en avant. Donc j'ai les boîtes sont prêtes. Et ça, c'est du swag, et je fais du swag drop. Donc, au lieu de faire du airdrop, des tokens et des shitcoins, nous, on fait des trucs sympas à AV. On a l'habitude de faire du swag. Et pour récompenser ceux qui nous soutiennent et qui participent et qui donnent de leur pouvoir de vote à la CI, vous pouvez accumuler des points. Il y aura un leaderboard où vous pouvez directement voir ces points s'accumuler au fur et à mesure. Les points, comment ça marche? Si vous déléguez un AV, vous avez du voting et du proposition power, vous gagnez 0,5 points par AV selon ce pouvoir. Si vous déléguez les deux, vous avez 1 point par jour, et ça va s'accumuler. Là, par exemple, sur cette adresse-là, on voit que j'ai du voting power que je n'ai pas délégué et du proposition power que j'ai délégué. Donc, même si j'ai 26 000 tokens, je gagne que 13 000 points. Donc, pour corriger ça, je peux cliquer sur Delegate Now et faire de la délégation. Et je vais déléguer en direct. On ne va pas pouvoir voir Abi pour des raisons de sécurité, mais je signe ma transaction sur Abi. Et quand cette transaction sera validée, ça va demander de signer plusieurs fois. Donc, en fait, ça va faire toutes ces délégations en une seule transaction pour vous faire économiser du gaz. Vous payez une seule fois le gaz. Et donc là, ça fait 3 signatures et une seule transaction qui représente ces 3 délégations. Vous avez une seule transaction que vous ne pouvez pas voir, mais que je suis en train de signer. Et cette délégation, on voit que c'est en train de déléguer. Et une fois que c'est délégué, on va avoir des points qui vont s'accumuler un petit peu plus vite. Donc là, on voit que ça a été successful. Et donc, si je recharge la page, là, je pense que Martin, s'il regarde l'émission, il est un peu stressé. Et oui, tout marche bien. On voit que je gagne 26 000 points par jour et que ça monte un petit peu plus vite. Donc voilà, si vous voulez participer au leaderboard, vous n'allez pas devenir riche avec ça. Moi, je suis pas. Je fais des t-shirts et je vous les donne avec plaisir. Mais vous serez bien appliqué. Et il n'y a rien d'autre à gagner. Il n'y a pas de valeur commerciale à ça. C'est juste pour remercier les gens qui me soutiennent. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message. Ces boîtes, pourquoi elles sont déjà prêtes? Parce que c'est les gens qui ont participé au Meetup Défi France le 15 décembre. Les boîtes sont prêtes. Je vous les envoie dès que j'ai le temps, au cours du mois de février. Je pense que je vais mixer ce batch-là avec le batch des gens qui me délèguent là. Donc, si vous déléguez dans les prochaines semaines et que vous accumulez un peu de points,
vous aurez le droit. Et comme ça, je ferai un grand batch et un grand envoi. Parce que en vrai, niveau logistique, c'est pas mon métier. Mais, mais en tout cas, tout est prêt. Et donc, si vous avez participé au meet-up du 15 décembre, vos t-shirts sont presque prêts. Ils seront bientôt chez vous. Voilà. Et je réponds à la question de Better Fan en drop. Hein, ça sert à quoi la défi, Marc? Faire que les riches gagnent encore plus d'argent. Mais tu as ta réponse. La DeFi, ça sert à gagner des t-shirts. Ouais, ça sert à gagner des t-shirts. Non, ça sert à t'habiller au moindre frais. Tu vas en conférence, tu es habillé des pieds à la tête. Ils te filent des chaussettes, des t-shirts. La dernière fois, il y avait même des caleçons, des shorts, Lens et tout. Non, la DeFi, ça sert à se saper. Franchement, comme un schlag, mais ça paie quand même. Non, ça va, ils sont sympas nos t-shirts. Non, les tiens, ils sont sympas. Mais si tu mixes tout ce que tu reçois, tu ressembles pas à grand-chose. Cependant, c'est quand même une question qui est importante et je tiens à la valoriser. Les riches resteront riches, DeFi ou pas DeFi. Et les pauvres, on espère qu'ils seront moins pauvres à la fin, mais il y aura toujours des inégalités de richesse. Il n'y a pas, si on pouvait régler les inégalités avec une baguette magique, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Cependant, la révolution de la finance décentralisée, c'est que sur AV, quand tu déposes des USDC, quand tu en déposes 100 ou quand tu déposes 1 million, tu vas toucher exactement le même taux et tu vas toucher exactement le même rendement. Et ça, c'est la première fois de l'histoire financière que ça existe. Dans toute l'histoire de l'humanité, les riches ont eu des meilleurs deals que les pauvres. Dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'exception à ça. Et ben sur la blockchain, c'est la première fois, et depuis Satoshi Nakamoto, et donc il faut rendre à César ce qui est à César, c'est la première fois que quand tu fais une transaction sur Bitcoin, si tu bouges 1 million de Bitcoin ou si tu bouges un Satoshi, tu vas payer les mêmes frais de transaction parce que tu vas être inclus dans un bloc de la même manière. Et ça, c'est pour moi, c'est la révolution, et c'est pour ça que je me lève le matin et que je travaille et que je contribue à ça. Le fait que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, et du coup que les opportunités soient à peu près égales pour tout le monde, c'est ça la révolution et c'est ça qui mérite qu'on y fasse ses devoirs et qu'on y participe. Tout à fait. Mais il y aura toujours des riches et toujours des pauvres, hein, les gars, ça va pas changer. Bon bah voilà, j'ai fini de vous parler plein de choses, je vous ai présenté plein de trucs. J'arrête de partager mon écran, on revient un petit peu sur le truc, ça fait 1h42 d'émission, je crois que CM s'est endormi. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission aussi, donc... J'avoue. Ils l'ont demandé la semaine dernière. Ils ont dit mettez-nous bien, parlez pendant 2 heures. Mais c'est vrai que sur les commentaires YouTube de la semaine dernière, les gens ils étaient là, non, ça va, vous pouvez faire 1 heure, 1h30. Voilà, les amis, on a fait 1h42. Yes, écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus, hein. Ça fait un bon bloc pour aujourd'hui et il y aura le replay du côté de YouTube demain. Je pense qu'il y aura des gens qui vont découvrir pas mal de choses, hein, notamment côté DeFi. Et puis voilà, je pense qu'on a traité de tous les sujets dont on voulait parler ce soir. Et que dire de plus? Merci à tous d'avoir été là et merci Marc et Manu pour vos précieuses lumières et on vous donne rendez-vous donc comme d'habitude lundi prochain. On aura Donovan Ray de la bourse traditionnelle de Twitter qui est très intéressant et qui parle d'analyse technique systémique, un truc que très très peu de monde fait et donc je trouve ça intéressant et d'avoir une vision macro multimarché. Et le lundi d'après, je ne sais plus. On a pareil un invité, mais comme je suis en train de caler plusieurs personnes, voilà, on aura des nouveaux invités. Et si je pouvais d'ailleurs clôturer le live de ce soir sur ça, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est masterclass sur masterclass. C'est la chaîne YouTube de Finari avec Mounir. Il invite que des personnalités, mais triple A. Le dernier en date, là, c'était quelqu'un qui fait de la fiscalité, succession, etc. En demi-heure, 40 minutes d'interview, tu apprends des trucs limite, tu n'as jamais entendu nulle part ailleurs. Donc, vraiment, en ce moment, Finari, ils sont en train de monter très fort avec leur chaîne YouTube. Et en termes de valeur ajoutée de leurs invités et des interventions tout court, c'est vraiment une masterclass en continu. Donc, on ne peut que vous les recommander. Voilà. Je recommande la vidéo de Valentin, anciennement Cryptost, toujours Cryptost, mais aussi Cube3, sur Finari. Son interview, elle est d'une qualité exceptionnelle. Elle date un petit peu, ça doit faire 6 mois, mais vraiment, grosse recommandation, cette chaîne de Finari, c'est l'une de mes plus belles découvertes de cette année.
Ouais, Et et c'est ça une- s'écrit Finary sur YouTube. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a qu'une seule chaîne. Donc voilà pour ceux qui demandent sur le chat. Et tu as réussi à nous caler le mot masterclass CM, donc je te félicite, la boucle est bouclée. Ah, j'aurais pu dire masterclass banger slash plus je ne sais quoi. Enfin bref, j'ai pas tout le lexique, mais le Page cœur y est. dinguerie, c'était bon quoi. Il faut qu'on fasse la tête comme ça pour la miniature, genre. Bah, tu rigoles, je vais prendre un screen et je mettrai. Ah, mais... ah non, c'est genre. Voilà. Marc nous promet un croissant sur Ada Cardano, la révélation. Voilà, Cardano, la révolution. Il a vendu tous ses AAV pour Cardano. Je pense que tu fais des clics là, hein. C'est bon. Ah, ouais. Bon, sur ce, messieurs, à la prochaine, à lundi. Et pour les autres, du côté de YouTube, à partir de mercredi. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Allez, la bise, ciao.